Tout le monde vient de s'installer. Ouais, si vous avez des amis qui sont encore... Voilà. non, c'est bien d'aller voir tous ces stands, mais qui sont présents, faites-les venir. Il y a Marie qui, comme le crocodile de Peter Pan, elle a un réveil dans le ventre qui fait tic-tac, tic-tac. Et donc, il faut commencer à l'heure, paraît-il. Mais on ne commencera pas si la foule n'est pas d'accord. Hein. Si le public n'est pas d'accord et qu'on sert encore à manger, ils ne viendront pas. J'enlève mon pull, David. Je me dis que ça va peut-être faire venir un peu plus de monde, on ne sait jamais. Donc, toi, tu es toujours Moi, je me déshabille. Dans ta plus séance la salle d'essayage. est pleine, Alors, plus je dans m'effeuille. l'après-midi, nous avons à partir de 13h45 maintenant, donc, on va parler de parcours d'entrepreneurs et du financement de l'entrepreneuriat. On va parler pépette, argent, avec Marie Eklund, coprésidente de France Digital, Adrien Aumont, cofondateur de KissKissBankBank, Nicolas Hazard, président du comptoir de l'innovation, Hugues Hansen, DG de Startinpost, Cyril Chiche, PDG de Lydia. Alors, on peut peut-être les faire monter avec nous sur scène déjà. Avec Cyril Chiche, non, mais attends, ils sont pas prêts. Mais si, ça... Un des principaux intérêts de l'intervention de Cyril Chiche, c'est que je suis son sosie. Vous allez voir, ce sera la minute sosie, ce sera assez rigolo. Vous verrez, c'est assez incroyable. On s'est rencontrés hier soir et on est sosie. Voilà, ça arrive. Ensuite, c'est toi. Les acteurs du territoire. Acteurs. Mais moi, je vais les appeler à venir tout de suite. J'ai envie que... Non, pas tout de suite. Mais le temps regarde, que tout le monde arrive. Ils sont en train de se pochetronner, là, encore. Mais moi, c'est bien. Comme ça fait de la compagnie. On est un peu seuls, tous les deux, là. Bon, je les nomme déjà. Jean-Christophe Saunière, associé PwC. Moi, s'il est là, il peut venir me rejoindre sur la table haute. Après, tu appelleras tes grands témoins. Véronique Spanagel, directrice régionale de l'INPI. Fabrice Ginter, vice-président CCI Lorraine. Olivier Fleur, directeur régional de la Banque Postale Nord-Est. Et Gilles Comon, président du réseau YIST. Je vous invite à vous asseoir sur ces grandes tables. Vous allez voir, on se réchauffe très vite. Je vois vous arriver avec la doudoune. Normalement, tous les petits problèmes de ce matin sont résolus. Maintenant, il fait chaud. Bah oui, et on va continuer à mettre le feu à Nancy. Il fait bon. Tous ceux qui sont debout, venez vous asseoir. Ne loupez pas le début de cette conférence. Ah. Voilà, c'est ça qui manquait. Ils sont encore plus en retard. La voix est encore plus en retard que nous. Bien. Alors moi, je vais appeler mes invités. Marie Eklund, coprésidence de France Digital. Est-ce qu'elle est là? Chouette. Marie Eklund, bonjour. Installez-vous ici. Je vous fais de la place. Ensuite, Adrien Aumont, cofondateur de KissKissBankBank. Je l'ai vu aux alentours du buffet. Il arrive. Nicolas Hazard, président de comptoir de l'innovation. Hugues Hansen, DG de Startinpost. Cyril Chiche, le sosie, PDG de Lydia. Je vais garder Cyril avec moi. Cyril, venez. Je voudrais qu'on fasse le débat, enfin que vous soyez à côté de moi pendant que vous parlez. Hugues va se mettre là, vous ici. Et on va commencer. Alors, on est dans une thématique sur les parcours d'entrepreneurs. Et je vais d'abord donner la parole et interroger Marie Eklund. Mais à la limite, vous avez tous un micro. Vous pourrez vous interrompre et discuter entre vous si vous voulez. Marie Eklund est coprésidente de France Digital. Et elle va nous expliquer tout de suite ce que c'est. Et on va parler du financement de l'entrepreneuriat en France. Moi, j'aime bien Marie Eklund parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle a toujours 2 ou 3 chiffres qui font frémir. Et puis quelques éléments de solution qui redonnent l'espoir. Voilà. Marie Eklund, France Digital, c'est quoi? Alors France Digital, c'est une association qui regroupe les entrepreneurs et les investisseurs du numérique, qui est assez jeune puisqu'on s'est fondé en juillet 2012. Et en fait, l'association est née d'un double constat. Premier constat, c'était qu'il y avait une méconnaissance assez crasse à la fois des pouvoirs publics, des grands acteurs économiques et des médias, du potentiel économique du secteur. C'est-à-dire que c'était assez flagrant dans la campagne présidentielle
Hollande Sarko. Quand on parlait économie, on parlait de Florange. Quand on parlait numérique, on parlait d'Adopi. Et nous, on était là, on se disait, mais attendez, on est sur un secteur où il y a une croissance incroyable qui peut être l'un des piliers de la relance économique française et personne n'évoque ça. Donc première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit il faut qu'on amène des chiffres pour pouvoir démontrer ce potentiel. Et donc on a monté un baromètre avec Ernst & Young, EY, en partenariat et qui montre effectivement ce dynamisme-là. C'est-à-dire qu'en moyenne, les startups du numérique font 42% de croissance par an, qu'il y a à peu près 40% de ce chiffre d'affaires-là qui est réalisé à l'international. Donc en termes de compétitivité du secteur, c'est un peu hors norme aujourd'hui dans notre pays. Que cette croissance accompagne une croissance des emplois. Il y a 22% de croissance annuelle des emplois dans les startups du numérique. Et que quand on s'intéresse à la nature de l'emploi créé, ce sont principalement des jeunes embauchés en CDI, puisque 32 ans d'âge moyen, 91% de CDI. Et on s'est dit, c'est extrêmement important de porter ce message-là auprès de l'opinion publique, des pouvoirs publics, pour pouvoir asseoir, articuler une nouvelle politique économique autour de ce secteur. Le deuxième constat dont on est parti, qui est aussi assez flagrant, c'est que quand vous regardez le paysage de l'économie française, on est dans une économie où les grands champions sont extrêmement vieux. C'est-à-dire que l'âge moyen des sociétés du CAC 40, j'avais l'habitude de dire on est à plus de 50 ans, etc. Du coup, j'ai fait le calcul exactement. On était il y a 2 ans à 101 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 103 ans. Donc, on est sur une économie où les grands champions sont là. C'est ça qui m'avait plu. C'est quand vous aviez dit l'âge moyen des sociétés du CAC 40, c'est 101 ans. Cela étant dit, on peut être mûr et totalement efficace, hein, mais vous aviez fait une comparaison d'ailleurs avec d'autres sociétés, d'autres âges moyens de d'autres sociétés. Absolument. C'est-à-dire que quand on regarde l'âge moyen, enfin l'âge moyen non, mais quand on regarde l'âge de Google, on est à 16 ans, je crois. Facebook, on est à 10 ans. Uber, on est à 5 ans. Et donc on se dit, on a quand même un dynamisme, alors que l'écosystème des PME françaises est extrêmement dynamique, on a un problème d'ascenseur de croissance. C'est-à-dire que l'échelle de croissance, pour passer les différentes étapes et arriver à vraiment devenir un champion, si elles ne sont pas cassées, en tout cas extrêmement difficiles. Et donc on a monté France Digital pour s'intéresser à chacun des points de friction à la croissance pour essayer de les combattre. Voilà. La deuxième question, donc ça c'était France Digital. Oui, la deuxième question c'était, finalement il y a France Digital, mais on sent dans la société française et dans les réseaux d'entrepreneurs une multiplicité d'initiatives aujourd'hui, de mouvements qui veulent parrainer des entreprises, encourager des startups. Il y avait déjà beaucoup de guichets publics. Et il y a de plus en plus de guichets privés et d'initiatives bancaires, associatives, de syndicats d'entrepreneurs qui ont tous envie d'accompagner des startups. Et globalement, aujourd'hui, moi, je voudrais faire une startup, je ne saurais même pas où aller toquer et qui fait quoi, parce que tout le monde a envie de parrainer une startup numérique. Bref, c'est le bordel. Mais c'est très bien. C'est le bordel. En fait, on a... c'est ce qui est superbe, c'est que du coup, on voit bien que tout le monde a envie de porter sa brique à l'édifice et qu'il y a un dynamisme incroyable, hein, et qu'il y a une coopération et une collaboration dans cet écosystème qu'on trouve assez peu ailleurs, qui est même dans d'autres pays, je ne la trouve pas. Donc je pense que c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Après, au fur et à mesure, ça va se décanter et les gens sauront exactement par où passer. Mais moi, je trouve ça très bien qu'il y ait beaucoup de chemins possibles, beaucoup de mentoring possible. Et je veux dire, c'est mieux d'avoir le choix que de pas savoir, quoi. Est-ce que les banques ont changé? Non. Non. Merci pour cette réponse rapide. Non, mais il y a de l'espoir. Non, mais il y a de l'espoir. Attention, on a quelques amis, il faut pas... Non, il y a de l'espoir. Notamment, je dis ça parce que moi, quand je vois sur le terrain, sur les startups que j'accompagne, ça reste toujours aussi difficile d'établir le lien de confiance parce que, et j'explique pourquoi, on est sur des nouveaux modèles économiques. Donc c'est très difficile pour un banquier de comprendre en quoi une société qui, par exemple, fait des pertes peut être quelqu'un qui va rembourser un prêt ou qui est... donc c'est normal parce qu'on est sur des modèles qui changent, hein, donc il faut qu'ils se réadapter complètement. Et donc si on applique uniquement les vieux algorithmes, forcément, je veux dire, on n'arrivera pas à financer les startups dans des schémas bancaires, c'est très clair. Comment donner envie à des banquiers ou à tout investisseur d'avoir du goût pour des sociétés qui font des pertes ?
À l'usage, c'est-à-dire qu'il faut d'abord leur faire comprendre quelles sont les manières de se développer les modèles économiques. Ce sont aussi des sociétés qui ont beaucoup plus de fonds propres que d'autres, puisqu'elles sont financées par du capital risque, donc il y a d'autres manières de se sécuriser. Et c'est en travaillant ensemble, donc je ne dis pas que c'est de la faute de l'un côté ou de l'autre côté, je dis juste qu'on est sur un environnement qui bouge et que c'est important qu'on rétablisse des nouvelles règles pour faire en sorte que ça redevienne efficient. Mais le tissu bancaire français est celui qui, historiquement, finance toutes les PME, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où 92% du financement des PME est assuré par de la dette. Ce chiffre-là aux États-Unis, c'est de 20%. Mais les Français gardent... Mon micro, s'il vous plaît, merci. Les Français gardent de l'argent. Ils gardent de l'argent, il n'y a pas de circuit de financement des PME. Ils le gardent dans leur matelas. Absolument. Ils le gardent dans des comptes d'épargne, etc. Parce qu'ils ont évidemment, il y a la peur de l'avenir, la précarisation et tout ça. Comment on crée des circuits de financement des PME, PMI plus simples, plus fluides et qui donnent confiance à l'épargnant? Moi, je n'ai pas confiance, je ne fais pas. Alors, c'est un point qui est structurellement très compliqué parce que donc, on est dans un pays où les PME se financent par de la dette. Et où l'une des raisons à ça, c'est parce qu'effectivement, l'épargne des Français ne va pas dans l'action, ne va pas du tout vers le financement en capital des entreprises. Pourquoi est-ce que l'épargne des Français ne va pas là-dedans? Il y a plusieurs raisons, mais l'une des principales, c'est qu'on incite et on encourage la tendance naturelle des épargnants à mettre dans le bas de laine pour épargner pour les vieux jours, en renforçant tous les produits qui sont des produits court terme sans risque, type livret, assurance vie, liquide sans risque, avec des incitations fiscales extrêmement fortes. Donc on a des incitations sur les produits d'épargne qui sont complètement à l'envers, parce qu'au lieu d'inciter fiscalement des produits qui sont long terme risqués, et donc investir dans des entreprises, ce sera toujours plus risqué que de mettre dans la dette d'un pays, ou etc. Donc, au lieu d'inciter ces produits-là fiscalement, on incite les autres. Et donc, évidemment, c'est complètement naturel, on n'oriente pas l'épargne des Français vers l'économie. C'est un problème qui devient majeur aujourd'hui parce que notre économie est dans une phase de transformation complète à cause du numérique, à cause de la globalisation, des changements énergétiques, etc. Et que nos entreprises, pour pouvoir rester à la pointe, pour pouvoir continuer à grandir, pour pouvoir même rester dans la course, elles doivent innover à un niveau qui était inimaginable avant. Elles doivent se numériser, elles doivent innover pour rester dans la course. Et ça demande du capital. On ne peut pas innover sans investir, sans capital, et donc il va falloir changer complètement les circuits de financement aussi pour permettre à notre tissu de PME, d'entreprises, de TI, de grands groupes de se réinventer en investissant. Et donc, ce capital, pour l'instant, où ces liquidités, elles le trouvent en France, ou alors il y a cette espèce de... C'est une légende urbaine, le départ, en disant on ne peut pas grandir en France, c'est pas possible, on s'en va. C'est pas une légende urbaine parce qu'on a quand même réussi à faire Criteo récemment, qui s'est introduit au Nasdaq pour 2 milliards de dollars. Donc on arrive à créer des champions internationaux. Ce qui est intéressant avec Criteo, c'est que ce n'est pas un champion local, c'est un champion international. C'est le leader dans son secteur partout dans le monde. Ils grandissent de 70% tous les ans. Et maintenant, le premier pays, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est le Japon. Donc c'est un vrai succès international. Donc on arrive à faire des choses. Maintenant, les circuits de financement, c'est-à-dire qu'on a un premier enjeu qui est que comme l'épargne n'est pas, on n'a pas suffisamment d'investissement français, donc il faut faire venir de l'investissement étranger en France. On a un deuxième sujet effectivement qui est que c'est souvent plus facile de monter une boîte ailleurs où il y a, voilà. Mais fondamentalement pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse attirer des gens, que les gens partent, mais qu'ils puissent revenir. C'est-à-dire qu'il faut fluidifier l'ensemble, il faut que la France soit attractive en global, en relatif par rapport aux autres pays. C'est pas grave si les gens partent, s'il y en a d'autres qui viennent et qui montent leur boîte ici. Donc il y a Adrien Aumont, qui est un des cofondateurs de KissKissBankBank, il est d'accord, il va peut-être nous dire pourquoi. Adrien. Non, mais je suis d'accord, d'autant plus que Marie est très technique sur tous ces sujets-là, et donc j'ai pas grand-chose à ajouter. Je voulais juste appuyer un point, c'est qu'on est quand même le meilleur pays dans le monde sur l'amorçage. Enfin, je veux dire,
vous avez parlé de ce bordel. L'amorçage. Le démarrage d'une entreprise. Les premiers fonds, ceux qui nous permettent de prototyper, de commencer son initiative. Vous avez parlé d'un bordel monstrueux pour trouver cet argent, mais il est là, cet argent. Il est présent. Il y a beaucoup de guichets publics, il y a beaucoup de guichets privés. On a la BPI qui est très active. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de chance. On peut amorcer nos initiatives très facilement. Et la grande différence, la grande difficulté, c'est l'ambition. Et cette ambition n'est pas que économique, elle est aussi dans nos gènes d'entrepreneurs. Et je veux répéter la phrase d'un autre entrepreneur qui arrive à faire d'une entreprise française une grande entreprise internationale. C'est Frédéric Mazzella de Blablacar, qui explique très souvent que la taille de la France est une de ses plus grandes problématiques. C'est-à-dire qu'on est un grand pays, mais pas suffisant pour attaquer l'international, et on n'est pas assez petit pour avoir la volonté, dès le prototype, d'être international. Un Suédois ou un Israélien attaquera tout de suite le monde entier. Un Français, il attendra d'avoir une maturité et une place de leader dans son marché avant d'attaquer l'international, et ça sera peut-être trop tard. Donc on doit se doper d'ambition. Dans cet enchevêtrement de dispositifs d'accompagnement, de solutions de financement, vous avez un petit dernier chez KissKissBankBank, qui est la plateforme de financement participatif, on ne va pas rappeler ce que c'est, mais vous avez estimé qu'il y avait un besoin de ça pour des startups. Alors expliquez-nous, parce que c'est tout récent, ça date de lundi. Alors, plus que des startups, on a créé une nouvelle plateforme qui s'appelle Lendopolis, l'économie dont vous êtes le héros, qui est une plateforme qui existe depuis lundi dernier, officiellement depuis hier. Et pourquoi qui va vous financer... marrez là tous les deux? Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est l'économie dont vous êtes le héros. Ah oui, d'accord. On vous avait parlé juste à l'instant d'épargne, donc on va revenir justement sur cette fameuse épargne, puisque plus que du financement de start-up, on est là pour financer les TPE et les PME qui ont besoin d'argent pour se développer. Et aujourd'hui, nous, on considère que les internautes, les Français, peuvent investir directement en direct, en circuit court, dans ces entreprises françaises contre des taux d'intérêt. Donc on est sur une mécanique de dette, on est sur une mécanique d'emprunt pour ces entreprises, et nous avons désormais la capacité de reprendre notre épargne et de l'injecter dans l'économie réelle. Donc certains y voient une concurrence aux banques, on peut peut-être aussi y voir une concurrence aux matelas. Et c'est peut-être celle qui m'intéresse le plus, de réussir à faire que cet argent sorte du matelas et soit directement investi dans des entreprises françaises. Marie ? Ouais, je vais juste rebondir là-dessus. Moi, je trouve que c'est extrêmement important parce que l'une des autres choses qu'on peut faire pour, indépendamment des incitations fiscales, c'est de se dire qu'en fait, on a besoin de redonner du sens à l'argent. C'est-à-dire qu'on a oublié que l'argent pouvait servir à autre chose que faire de l'argent. L'argent sert à faire des choses. Et en fait, en se redonnant ce sens-là, et c'est ce qu'on fait en finançant des sociétés au travers du crowdfunding, en voyant, en se disant tel gars, j'ai envie de le soutenir parce que vraiment son projet, c'est important, etc. Je trouve que on se redonne une capacité d'action et de sens, et c'est super important. L'argent est un moyen. Et on remet cette définition au centre. Et c'est vrai que voilà, ça devient palpable, concret. On sait combien d'emplois sont créés, on sait exactement où va être alloué cet argent, on sait exactement quelle est la vie de cette entreprise. Donc bien évidemment, sur l'Endopolis, il y a des taux d'intérêt, on peut gagner de l'argent avec l'argent qu'on place, mais en plus de ça, on a une compréhension de l'économie réelle. Et c'est quelque chose de très important, cet aspect pédagogique pour nous. Mais qu'est-ce que ça apporte l'Endopolis par rapport à KissKiss ? Alors, ils piaffent là de l'autre côté, ils veulent parler, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais là, ça vient, je sens que vous avez envie de prendre la parole. J'arrive. Non mais quelle différence avec KissKissBankBank, avec Hello Merci. KissKissBankBank aujourd'hui ça a 5 ans, ça finance la création et l'innovation et ça finance la création et l'innovation sur le modèle du don contre don. Les anglo-saxons appellent ça le reward based. Donc là il n'est même pas question de faire de l'argent avec son argent. Il est tout simplement question de financer des projets qu'on aime, avec lesquels on a un lien émotionnel fort, que ce soit des projets créatifs ou des projets, quand je parle de projets innovants, très souvent on parle de prototypage, on parle d'hardware, on parle d'open hardware, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et aujourd'hui, KissKissBankBank, pour en revenir à notre situation, à notre French bashing national, KissKissBankBank aujourd'hui est numéro 1 français, mais numéro 1 européen, numéro 3 mondial, derrière 2 acteurs américains. On a un concurrent qui s'appelle Ulule, qui est juste derrière nous. Nous deux, nous sommes les 2 plus gros acteurs européens et on talonne les Américains avec un certain gap de volume, bien évidemment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est le 2e pays dans le monde quand on parle
de crowdfunding. On a parlé de Blablacar, mais si on parle d'économie collaborative, la France est numéro 2 derrière les États-Unis dans le monde. Donc la France est très forte sur tous ces sujets-là. Et suite à l'aventure de KissKissBankBank, nous avons monté il y a 1 an une nouvelle plateforme qui s'appelle Hello Merci. Sur Hello Merci, vous pouvez prêter de l'argent à des entreprises ou à des particuliers à taux zéro. Donc c'est le prêt solidaire, emprunté à des gens qui vous veulent du bien. Vous pouvez emprunter jusqu'à 10 000 € et ces gens vont vous prêter 100, récupérer 100, parce qu'il est hors de question que je prenne des taux d'intérêt quand je prête de l'argent à mon petit cousin qui passe son permis de conduire. Et il est hors de question, bien évidemment, que je prenne des taux d'intérêt à mon boulanger à qui je prête de l'argent pour qu'il puisse financer son four. Donc nous avons KissKissBankBank pour la création et l'innovation à travers le don contre don. Nous avons Hello Merci sur du prêt non rémunéré et solidaire, capé à 10 000 € pour des projets personnels d'auto-entrepreneurs ou de micro-entreprises. Je souligne que KissKissBankBank et Hello Merci sont partenaires de la Banque Postale depuis presque le début. Donc je voudrais juste appuyer là-dessus parce qu'il existe aussi en France des startups et des grands groupes qui sont capables de mettre des partenariats vertueux en place. Et le dernier bébé qui vient de naître, c'est Lendopolis pour le financement des TPE-PME. On est les seuls dans le monde à avoir une gamme de produits de crowdfunding et on espère que cette stratégie sera porteuse. D'après nous, ça l'est. Vous pouvez tout retrouver comme solution de financement à travers le crowdfunding chez KissKissBankBank Technologies. Réaction à bâbord. Pour compléter... Ça marche, ça marche. Bon, pour compléter les aspects sur le financement des entreprises, ce qu'on peut noter, c'est que l'ensemble des grandes start-up françaises ou européennes, quand elles sont vendues à 90% à des gros acteurs américains. Donc, pour redynamiser l'ensemble de la chaîne de financement des start-up, puis après être capable de les financer pour qu'elles grossissent et qu'elles deviennent des ETI, il est important effectivement, enfin c'était un rapport relativement récent, d'arriver à trouver les bonnes portes de sortie de liquidité pour les premiers investisseurs, donc soit effectivement des entreprises européennes et françaises qui investissent dans de l'innovation en rachetant des startups qui sont à un stade suffisant, ou alors en redynamisant tout ce qui est marché boursier pour avoir aussi une porte de sortie pour les capitaux risqueurs. Alors, je ne vous ai pas présenté Hugues, vous êtes le directeur général de Starting Post. Alors, vous faites quoi, vous, chez Starting Post? Vous accompagnez, vous avez une autre approche du démarrage de la start-up, et pourquoi d'ailleurs ça intéresse la Poste? Alors, globalement, Starting Post, c'est un dispositif qui permet d'accompagner les startups au sein du groupe La Poste. C'est un dispositif d'innovation ouverte. L'objectif de ce dispositif, c'est de permettre à La Poste d'innover vite et bien. On est assez bouleversé, comme beaucoup d'autres grands groupes, par tout ce qui est révolution numérique. Donc on a besoin d'innover pour conquérir des nouveaux territoires. Et donc un des moyens de faire cette innovation, c'est justement de travailler avec des startups. La start-up est agile et innovante. Le grand groupe est puissant. Le grand groupe a une expertise à la fois technique et commerciale. Donc l'idée, c'est de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant entre la start-up et le grand groupe. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Comment ça se finalement, par rapport à ce qui a été dit avant par Marie Eklund ou Adrien Aumont, qu'est-ce que vous allez faire de plus par rapport à ces gens-là? Alors, la grosse particularité de Starting Post, donc l'accélérateur industriel, c'est qu'on est très tourné business. Donc, l'objectif, c'est effectivement de trouver des startups qui sont dans des thématiques d'activité proches du groupe La Poste, et après de leur proposer de commencer le programme par une expérimentation, par un pilote. C'est ce qu'on appelle un business test qui va permettre de tester le produit de la start-up dans un environnement postal. Le test peut être un test technique, un test commercial, un test de branchement d'API. Donc juste ce test-là a beaucoup de valeur pour la start-up parce que ça permet de se confronter entre guillemets au monde réel et avec un partenaire potentiellement important. Si le test est réussi, on passe sur un programme d'accélération qui repose sur 3 grands items. Premier point, c'est la poursuite du partenariat business entre la start-up et le groupe. Donc là où le test portait sur quelques clients, on va élargir le partenariat business à l'ensemble d'une force de vente. Là où le test était géographique sur une zone donnée, on va l'élargir à l'ensemble de la France. Donc il y a un partenariat business qui a vocation à s'inscrire, à se pérenniser entre la start-up et le groupe La Poste. Deuxième point qu'on apporte, c'est un programme d'accélération au sens accompagnement méthodologique.
Donc ça, c'est un programme d'accélération qui va durer 9 mois, dans lequel on met à disposition à la start-up des experts internes au groupe, des experts externes au groupe si nécessaire. On a un sponsor opérationnel qui est un expert du marché sur lequel la start-up intervient, qui va accompagner la start-up pendant l'ensemble de ces 9 mois. Et si nécessaire, on va aussi trouver des mentors qui vont être des fondateurs d'entreprises, qui vont accompagner la start-up sur tout ce qui est entrepreneuriat et des problématiques spécifiques à l'entrepreneuriat sur comment je recrute, comment je gère mes cofondateurs, etc., etc. Et le troisième point dans le programme Starting Post, c'est le financement. Donc on peut investir de manière précoce dans les startups des tickets entre 50 000 et 500 000 euros. Donc ça permet de donner du financement en amorçage aux startups qui ont des partenariats possibles avec le groupe. Hugues, est-ce qu'on peut avoir 3 exemples de ce que vous faites avec ces gens-là ? Alors, globalement, le programme Starting Post s'est lancé il y a 6 mois, donc on n'a pas encore beaucoup d'exemples disponibles. Néanmoins, on a déjà travaillé avec 5 startups. Donc, on a fait des business tests avec 5 startups. Dans l'un des cas, par exemple, Auxilia, c'est une entreprise qui travaille dans la silver economy. Donc, ça, c'est un des secteurs d'activité que regarde le groupe. Et donc, et qui fait une place de marché entre des auxiliaires de vie et puis des personnes âgées. Et donc, on a demandé à des facteurs d'aller au domicile de la personne âgée et de poser des questions sur l'appétence de la personne âgée pour ce type de service. Donc ça a permis d'avoir un retour d'expérience pour Auxilia sur ce type de prestations. On accompagne également une boîte qui s'appelle Euritech, qui est une boîte de data scientists. Et donc, ils ont fait des tests. Et puis maintenant, ils sont en phase d'accélération avec Mediapost Communication. Et Euritech, c'est tout ce qui est analyse de data, que ça vienne des systèmes de CRM des entreprises ou de la navigation des internautes sur le web et sur les sites qui appartiennent au groupe La Poste. Et puis on peut citer éventuellement YesProfile. YesProfile, c'est une entreprise qui fait du VRM, donc qui permet aux internautes de déposer leur profil en ligne et d'être rémunérés quelques centimes d'euros quand un annonceur leur propose une campagne publicitaire. Et donc on aide YesProfile à tester le marché sur ce produit-là. Marie, qu'est-ce que vous pensez de ces grands groupes qui se mettent à s'acoquiner un peu avec des petites entreprises qui débutent et qui leur trouvent du charme, de la curiosité et qu'elles ont envie d'accompagner? C'est quelque chose qu'on va retrouver, on en a parlé avec Orange, on en a parlé avec IBM, GDF Suez. Il y a comme ça des accointances qu'il n'y avait pas autrefois. Comment vous l'expliquez? À quoi ça sert? Alors, moi, je trouve ça superbe. Comme je disais, on a tous, dans cette transition économique, besoin de se réinventer. Et pour ça, et d'innover, etc. Donc il y a à la fois une capacité d'innovation en interne, mais il y a aussi une capacité d'innovation externe. Et les startups sont par nature plus agiles que les grands groupes. Elles sont aussi, peuvent se permettre d'être sans doute plus créatives parfois, etc. Donc avoir, pour les grands groupes, un accès à ces innovations-là, de pouvoir mettre en place des cellules d'expérimentation où ça leur permet finalement de tester de manière relativement agile un nouveau service auprès de leurs utilisateurs dans un périmètre un peu moins risqué que s'ils l'avaient fait à grande échelle en interne, est extrêmement important pour eux parce que ça leur permet de eux-mêmes se mettre dans un modèle un peu cyclique d'innovation, d'expérimentation qui est nécessaire pour se réinventer. Et du côté des startups, c'est essentiel. Et le fait qu'il n'y ait pas eu précédemment de lien aussi fort entre grands groupes ou ETI et des startups, le fait que ces liens n'existent pas est très compliqué pour elles. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'early adopters historiquement en France, ce qui fait que quand vous regardez l'écosystème numérique des startups numériques en France, il a toujours été tiré par le grand public. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les citoyens, les consommateurs sont extrêmement connectés, mais où les entreprises ne le sont pas. Tous les grands succès sont Deezer, Dailymotion, même Criteo s'est tiré par le e-commerce. Tout ça, ça a été tiré par les usages grand public et pas du tout par les usages en entreprise parce qu'elles ont été longtemps déconnectées. Mais c'est une particularité française ou on peut dire la même chose en Italie, en Espagne, aux États-Unis? Tout à fait. Européens, oui. Aux États-Unis, ils ont historiquement eu plus d'early adopters, le ministère de la Défense, les grandes banques de Wall Street. Donc ça a permis qu'il y ait des acteurs comme Cisco qui se développent, qui sont vraiment sur du B2B ou Salesforce ou d'autres. Donc ils sont beaucoup plus early adopters aux États-Unis qu'ils ne le sont en Europe. C'est plus répandu en Europe. Ouais. Nicolas Hazard, président de comptoir de l'innovation. Alors vous, c'est les entreprises sociales que vous aidez avec un fonds d'investissement
Ce qui serait pas mal, c'est que vous nous expliquiez la mécanique du fonds d'investissement, de l'épargne qu'il draine et quel est le modèle de cet ensemble. Qu'on sache qui fait quoi, c'est l'argent de qui, c'est les entreprises qui vont faire quoi, qu'on décompose toute la chaîne. Alors déjà, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept d'entreprise sociale, alors on entend beaucoup de choses et on va peut-être commencer par là parce que c'est toujours des questions de définition finalement. Donc nous, on investit dans ce qu'on appelle des entreprises sociales. C'est quoi une entreprise sociale? C'est une entreprise qui a un modèle économique, viable, donc qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi, qui crée de l'activité économique, mais qui en même temps s'est fixé un but qui est celui de répondre à une grande problématique sociale, sociétale, environnementale. En gros, c'est des business qui se disent « Ok, je vais utiliser des technologies, ok, je vais faire des nouvelles technologies, par exemple, ou pas d'ailleurs, mais ces technologies, elles vont avoir une finalité, c'est d'essayer de répondre à une grande problématique de société. » Aujourd'hui, en France, on peut citer quelques exemples de boîtes que nous, on peut financer à travers notre fonds, donc le comptoir à l'innovation. Alors, on finance par exemple des entreprises qui font du commerce équitable. On a une entreprise qui s'appelle Etikable qui va travailler auprès de plus de 25 000 familles de producteurs à travers le monde pour développer des produits d'alimentation dans le commerce équitable. On travaille avec une entreprise du nord de la France qui s'appelle Vitamine T, qui fait du recyclage de déchets électriques et électroniques en insertion, c'est-à-dire en employant des personnes très éloignées de l'emploi, chômeurs de longue durée, qui ont eu des parcours de vie difficiles. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 salariés qui sont dans cette entreprise, ou une entreprise qu'on aime beaucoup ici, qui est une entreprise de Lorraine, qu'on a financée, qui s'appelle Fitech, qui est une entreprise qui développe des technologies pour les personnes déficientes visuelles, personnes aveugles ou déficientes visuelles, notamment dans l'équipement des bâtiments publics. Et donc généralement, quand on parle d'entrepreneuriat social, on se dit c'est sympathique, l'économie sociale et solidaire, c'est des petites choses, c'est les bougies et macramés qu'on offre à Noël, c'est des petits ateliers qui vont être faits, etc. Alors que ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'économie sociale et solidaire, ça représente aujourd'hui plus de 10% du PIB en France, ça représente plus de 12% de l'emploi. Et en période de crise et durant les années difficiles qu'on a connues, qu'on est encore en train de connaître, c'est un des seuls secteurs qui a encore créé de l'emploi. Donc finalement, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique, qui est porteur de sens, puisque bien évidemment, à travers les activités, on va répondre à des problématiques sociales, de la santé, les seniors, l'éducation, le chômage de longue durée, etc., etc. Donc à la fois, on a du sens, mais ce qu'il ne faudrait pas croire, et je pense que c'est peut-être un préjugé qu'on peut avoir sur le secteur, c'est qu'il y a des très très belles boîtes. Il y a des très belles boîtes qui grandissent, qui atteignent des tailles parfois de grandes entreprises, qui s'exportent à l'étranger parce qu'il y a un vrai Made in France social. On est aujourd'hui, en termes de capital humain et en termes de savoir-faire, on est très très à la pointe. On entendait une petite comparaison avec les États-Unis. Je pense qu'on est très très loin devant dans ce savoir-faire-là. Aujourd'hui, c'est des modèles qui s'exportent. C'est un vrai pan de l'économie qui est certes, qui a quelques petites différences, mais qui, avec l'économie plus traditionnelle, mais qui en tout cas est porteuse de sens et de croissance. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand vous m'avez raconté votre histoire, Nicolas, je me disais, il a créé un fonds d'investissement. Et bon, vous n'êtes pas un perdreau de l'année, mais vous êtes très jeune quand même. Et je me dis, mais comment à cet âge-là, on crée un fonds d'investissement? Moi, je sais à peine retrouver ma voiture quand je l'ai garée le matin. Racontez-moi où vous avez trouvé les premiers sous, la première confiance de gens qui vous ont prêté de l'argent pour que vous puissiez le prêter à d'autres, tout en vous enrichissant énormément. Je plaisante, c'est une blague. Hein. Moi, j'ai été inspiré par... On est toujours inspiré par une personne. Oui, il y a toujours un Moi, maître. j'ai été inspiré par un grand penseur qui est non seulement penseur, mais aussi grand footballeur, qui est Eric Cantona. Et oui, on peut être inspiré par Eric Cantona pour créer des fonds d'investissement. Et pas Willy Sagnol. Je connais pas son travail en la matière, mais en tout cas, Eric Cantona, à une époque, c'est-à-dire juste après la crise financière, il avait dit un truc, il avait proposé une journée, c'était au mois de décembre, je me souviens, c'était il y a quelques années. Il avait dit, je dis à tout le monde, si vous voulez faire péter le système, vous allez dans votre banque, vous prenez votre argent qui est sur votre compte, vous le reprenez et tout le système s'écroule parce que si tout le monde fait ça, toutes les banques tombent et tout le système s'écroule. Et comme ça, on en a fini de la finance et c'est terminé. Mais on sait bien qu'Eric Cantona dort sur un matelas rempli de billets et qu'il n'a pas de compte en banque, c'est bien connu. Alors ça,
Ça, je vous laisse. Non, enfin bon, c'est pas raisonnable. Non, mais ce qui est intéressant là-dedans, qu'est-ce qui dans ce mettre à penser vous a inspiré ? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on pense souvent que l'argent, il appartient aux banques, aux compagnies d'assurance, que c'est elles qui détiennent l'argent. Or, l'argent que ces institutions gèrent, c'est notre argent, c'est votre argent. Et je sais que vous êtes très bien payé. Bon. Et donc, vous devez placer ça. Ça dépend des jours. Hein. Et donc il y a cet argent. On est tous, donc du coup, on est tous responsables finalement de ce qui arrive. Et quand on voit la crise financière, on est tous responsables parce que on va aller chercher des rentabilités. On va signer pour des rentabilités qui sont extrêmement élevées. On va pas forcément regarder où va son épargne. Donc du coup, ça peut aller dans des subprimes, dans d'autres produits, etc. Et alors que la finance, alors il y en a qui disent la finance est notre ennemi, d'autres qui disent la finance est notre ami, ça change un peu tous les ans, mais la finance c'est un super outil. C'est comme un marteau. C'est-à-dire avec un marteau, vous pouvez construire une maison comme vous pouvez fracasser le crâne de quelqu'un. Ben, c'est exactement la même chose. Et donc il faut utiliser cet outil fantastique qu'est la finance, à mon avis, que font parfaitement mon voisin de droite bien évidemment, mais tous les autres ici aussi. Utiliser cet outil pour en faire, pour construire l'économie qu'on veut et construire une économie plus inclusive, en l'occurrence, en finançant les entreprises sociales. Donc tout simplement, moi je me suis dit, utilisons les fonds d'investissement, c'est pas si compliqué, donc il faut rentrer dedans. On peut créer des fonds d'investissement, même quand on n'a pas 20 ans de banque chez Merrill Lynch en Angleterre. On peut créer des outils financiers, donc c'est ce qu'on a fait, on a commencé. Et finalement, on est allé voir plusieurs acteurs, que ce soit des banques traditionnelles ou des compagnies d'assurance, et on leur a dit, voilà, nous vous proposons un outil, donc le comptoir à l'innovation, c'est 30 millions d'euros, on veut 30 millions d'euros pour investir dans les entreprises sociales en France. Avec cet outil, vous aurez une rentabilité financière. Alors certes, hein, vous n'aurez pas 15-20%, on vous le dit tout de suite, on ne vous mentira pas. Bon, vous serez plutôt autour de 3 à 5%, ce qui est déjà pas mal. Mais en même temps, vous allez avoir un impact social fort qu'on va pouvoir vous montrer en termes de création d'emplois, en termes de personnes en difficulté qui sont aidées. Et vous pourrez, parce que c'est quand même ce qui vous intéresse à la base, et là je vous rejoins, vous pourrez amplement communiquer auprès de votre réseau et de vos clients pour montrer que vous faites des choses pour les territoires et pour l'emploi. Alors, qu'est-ce qui, moi, client, va me donner envie, quand mon chargé de clientèle bancaire va me dire, bah là, vous avez de l'entreprise sociale, ça rapporte pas lourd, mais vous aurez la conscience tranquille. Et ben c'est là où on se trompe, c'est pas que ça remporte forcément moins que d'autres produits, et c'est ça qui est intéressant. Notamment par plusieurs mécanismes, et après donc on rentre du coup dans la sophistication financière. Il y a plusieurs choses. Il y a un outil qui s'appelle l'épargne salariale solidaire qui existe, qui marche très bien, qui est le fait de dire vous allez dans votre entreprise, normalement si vous êtes une PME ou une grande entreprise, vous avez des plans d'épargne salariale et vous avez le choix entre différents types de plans d'épargne salariale, et il y en a un qui s'appelle solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce plan d'épargne-là, il y a 90% qui vont aller en gros dans de l'investissement traditionnel, donc qui vont créer de la performance, et 10%, entre 5 et 10% qui vont aller sur des entreprises sociales et sur des projets qui ont un impact social plus fort. Alors certes, ce n'est pas tout votre argent, et ça vous rassure, qui va aller dans le solidaire, puisque les préjugés sont encore longs, mais c'est une partie de ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que les performances des fonds d'épargne sociale solidaire, les fonds d'épargne salariale solidaire, sont aussi bons, et dans toutes les banques, sont aussi bons que des fonds classiques. Par ailleurs, si on regarde la performance du capital risque ces 20 dernières années, on se rend compte qu'elle est négative. C'est-à-dire que certes, c'est autour de moins 3%. Alors certes, il y en a qui auront réussi à gagner 15%, mais il y en aura d'autres qui auront tout perdu aussi. Nous, on arrive avec l'économie sociale et solidaire à avoir des rentabilités autour de 2-3%, ce qui aujourd'hui, et avec ce que sont les taux d'intérêt, ce qui est plutôt pas mal et qui en même temps fait du bien aux autres et permet de créer des projets solidaires, des emplois sur le territoire et d'accompagner des gens qui sont en grande difficulté. On a une question SMS qui vient d'arriver. C'est la première de la journée. Donc ce n'est pas sans émotion que je vais vous la lire. Question SMS pour Laura. Enfin bon, c'est pas toi qui vas répondre, ni moi. Hein. Donc, faut-il financer uniquement les startups parce que oui, on entend start-up, mais une start-up, c'est quoi? Ça peut être un artisan, ou une start-up, ça veut dire quelque chose de précis. Et si dedans, il n'y a pas de numérique et de l'Internet, au revoir, circuler, on ne vous finance rien du tout. Et, oui, Marie?
Absolument pas. C'est-à-dire que, je reprends ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment dans une économie qui est en transition. Ça veut dire que chaque entreprise doit réfléchir à en quoi est-ce que cette transition peut potentiellement l'impacter sur son métier actuel, sur la manière dont ça va évoluer dans le futur. Et du coup, doit se poser cette question de quelle manière je me digitalise, est-ce que l'international est une option pour moi, est-ce que j'innove, est-ce que mon produit est compétitif par rapport à la concurrence, parce que les marchés s'ouvrent, parce qu'on va être sur des concurrences internationales, parce qu'on est sur des concurrences en ligne et offline. Et donc, du coup, cette question-là n'est absolument pas réservée aux startups. Donc, tout le monde doit se poser cette question de comment je me réinvente. Et souvent, je reviens sur mon discours de tout à l'heure, pour innover, il faut investir. Et pour investir, il faut du capital. Et donc, il va falloir financer de manière très large tout notre tissu économique afin que nos entreprises puissent être très compétitives dans cette nouvelle économie qui se dessine. Donc non, le problème de financement qu'en a nos entreprises n'est absolument pas réservé aux startups en France. C'est un sujet générique de l'économie française. Un mot. Nicolas bien évidemment non. Investir dans les startups, c'est investir dans l'avenir, mais il faut aussi investir dans le présent. Il y a un nombre de PME, de TI, on a besoin de TI en France. C'est un vrai problème, une grosse difficulté qu'on a aujourd'hui. Donc il faut investir dans des PME, il faut investir aussi dans des grandes entreprises, parce que c'est elles qui aussi créent beaucoup d'emplois. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour financer un petit peu 20 000, 30 000, 50 000 euros des entreprises sociales. Nous, on investit minimum 300 000 euros, et plutôt le ticket moyen, c'est 600 000 euros. Donc vraiment, on veut faire que des projets d'entreprise sociale grandissent et que ça devienne des vrais projets industriels qui puissent avoir, du coup, pour nous, comme le groupe SOS par exemple, un impact social très très important, et pour pouvoir aider un maximum de personnes. Alors on va parler d'une entreprise. Est-ce qu'on peut l'appeler entreprise sociale, votre entreprise, Cyril Chiche? Je ne sais pas si ça... Fondateur de Lydia. Bonjour. Alors d'abord, avant toute chose, je tenais à démentir la twittosphère. Non, je ne suis pas le frère de David. Oui. Que ça soit clair. Est-ce qu'on peut faire un truc caméra quand même? La caméra est là. Il y a quelque chose quand même. C'est impressionnant quand même. C'est incroyable. Surtout qu'hier, Cyril est arrivé barbu. Moi, j'ai eu peur quand je l'ai rencontré hier. Il s'est rasé entre-temps et là, la ressemblance a encore. J'ai hésité d'ailleurs à ce que vous veniez dans le débat, parce que j'ai rencontré un sosie comme ça, c'est toujours un peu déstabilisant. Il y a un petit côté volte-face. La seule chose qui nous distingue, c'est peut-être les perspectives de fortune. Et je reviens à votre sujet. Effectivement, pour moi, ça reste une perspective, et pour vous, David, c'est sans doute déjà une réalité. Rêve, ça reste un rêve. Donc, Lydia est une société qui a été créée il y a 3 ans maintenant, mais dont le produit, qui est en fait une application de paiement par mobile, est disponible au public depuis juillet 2013. Alors, je ne sais pas si c'est une entreprise sociale au sens de la définition que vient de donner Nicolas, mais en tout cas, c'est une entreprise qui a une vocation à changer la manière dont les choses se passent dans la société. Et tout ça est finalement la même révolution, c'est cette révolution qu'on appelle la révolution cloud mobile, c'est-à-dire finalement fluidifier les échanges, fluidifier l'accès aux biens et aux services, et ce faisant fluidifier l'économie et la rendre plus dynamique. Et oui, c'est des changements sociétaux, oui, c'est des choses qui sont très importantes, et l'argent est un sujet très important, sensible pour tout le monde. Donc évidemment, il y a des sujets de sécurité, d'inquiétude, d'assurance, mais ce qu'on arrive à faire, même en étant une petite entreprise, une jeune entreprise, c'est à faire changer la manière dont les gens se comportent au quotidien. Et aujourd'hui, je dois dire qu'on est assez fiers. Il faut expliquer ce que c'est. Voilà, de ce qu'on a fait. Ça fait partie de la grande famille du paiement sans contact. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est le paiement mobile. La réalité, c'est que je vais vous demander de faire quelque chose, puisque je vois que vous écoutez attentivement, mais je ne vous vois pas très actif dans la salle. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ont un iPhone ou un Android, je vais vous demander de télécharger sur l'App Store ou sur le Google Play l'application Lydia. C'est gratuit. C'est gratuit. Et ce que je ferai après, c'est que je donnerai 1 euro à chaque personne qui l'aura téléchargé, pour vous montrer à quel point c'est simple aujourd'hui de s'échanger de l'argent simplement avec un téléphone mobile, et qu'on n'a pas besoin d'avoir de contrat, d'envoyer des choses par la poste, de les recevoir. En 3 minutes, on peut s'échanger de l'argent. Faites-le. Moi, je l'ai fait hier soir. J'ai horreur de donner de l'argent, mais j'ai voulu tester. Et l'inscription, le fait d'aller sur ce truc-là est très rapide. C'est ultra sécurisé. Allez-y, téléchargez. Vous faites Lydia, Lydia, c'est ça? Tout de suite, ça s'affiche et vous verrez, c'est incroyable. Alors bon, ils ne vont pas tous le faire dans la minute, donc maintenant, il faut raconter ce qu'ils vont vivre. Ce que vous allez vivre, c'est finalement la possibilité, en 3 minutes, de
payer avec votre carte bancaire, puisque ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a téléchargé l'application Lydia, on lie sa carte bancaire à son compte Lydia. Et avec cette carte bancaire qui est dans votre application, vous allez pouvoir payer ou recevoir de l'argent instantanément, alors qu'aujourd'hui, par exemple, en tant que particulier, vous n'avez aucun moyen de récupérer de l'argent ou d'être payé avec une carte bancaire. Tout ça, finalement, c'est quoi? C'est fluidifier les échanges. Et fluidifier les échanges, c'est très important. David, hier, pensait qu'il allait falloir une demi-heure, qu'il aille à sa banque, qu'il leur envoie un papier, qu'il a un contrat d'acceptation de carte bancaire, enfin, toutes choses qu'il ne pouvait pas faire. J'étais plein d'a priori. Et 2 minutes après, effectivement, il avait 1 euro sur son compte. Finalement, ça fonctionne. Et ça fonctionne simplement. Et ça fonctionne tous les jours, un peu plus vite, un peu plus de monde. Alors évidemment, beaucoup avec les 18-30 ans qui portent cette croissance. Mais il y a une question, c'est-à-dire que pour l'instant, on comprend que grâce à son téléphone, on peut donner 10 euros à quelqu'un, il peut vous en donner 150, c'est-à-dire rembourser une cagnotte, un anniversaire, etc. Mais la première question, est-ce que je peux acheter mon pain au chocolat avec ? Alors, je peux acheter mon pain au chocolat, je peux payer chez mon médecin, je peux payer mon taxi, je peux payer sur Internet. En fait, la grande idée, c'est que je n'ai plus besoin de savoir avec qui je vais échanger de l'argent. Je veux juste simplement pouvoir accéder à mon argent et en disposer comme je le veux tout le temps. Et c'est ça la révolution Cloud Mobile, c'est accéder à ce qui m'appartient tout le temps, de partout. Bon. Finalement, que je paye un commerce, sur Internet, un médecin, tout ça, je veux pouvoir le faire simplement avec mon téléphone de n'importe où. Alors ça, Cyril Chiche, c'est le produit, c'est ce que fait votre start-up, c'est pour ça que vous l'avez créé, pour qu'elle fasse ça et qu'elle surfe sur cette vague du paiement sans contact. Ça, c'est le produit, on a bien compris. Maintenant, on revient à la question du financement de l'activité des startups, qui est le sujet. Vous êtes un peu l'appartement témoin de cette affaire. Alors exactement. Ici, j'ai la chance d'être entouré de gens qui financent des startups. Et nous, on est effectivement de l'autre côté de la barrière. On est une startup qui a été financée. Et c'est un parcours qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on a commencé à penser à cette société, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire ? On est 2 cofondateurs, Antoine Porte et moi. On se dit, OK, on va faire une solution pour changer la manière dont les gens payent. C'était il y a combien de temps? C'était en février 2011. Comme ça paraît un petit peu absurde, honnêtement. Enfin, les premières personnes qu'on est allées voir nous ont dit, OK, ça c'est pour les banques, éventuellement pour les grands opérateurs télécoms, mais pas pour une start-up, soyez raisonnable. Enfin, le bancaire, laissez-le à la banque. Et on s'est dit, OK, finalement, partout dans le monde, et on a eu la chance de voyager au Japon, au Kenya, c'est pas les banques qui le font, donc on a peut-être une chose à faire. Et donc pendant 2 ans, on a travaillé à construire une usine de paiement, à la faire certifier par l'autorité de contrôle prudentiel qui régule à la fois les banques mais aussi toutes les startups qui font ou les sociétés qui font du paiement, puisque finalement c'est la même réglementation, aussi rigide et aussi sécurisée pour tout le monde. Et une fois qu'on a fait ça, on s'est dit maintenant il va falloir qu'on trouve un peu d'argent pour valider ce concept et tout ce qu'on a fait finalement dans la cave pendant 2 ans qui était un travail de fond. Et là, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir des gens autour de nous, des gens qu'on connaissait, des business angels, des gens qui avaient gagné un peu d'argent et qui ont eu le courage d'investir leur épargne, leur argent gagné dans une entreprise comme la nôtre, en croyant à la fois dans ce qu'on allait apporter comme solution, mais aussi beaucoup, il faut le dire, dans les hommes. C'est à la fois beaucoup une histoire d'hommes. Et ils ont mis 600 000 € en juin 2013 dans cette entreprise pour qu'on puisse démarrer, faire notre première année, nos premiers milliers d'utilisateurs. Et on a récemment eu la chance d'avoir finalement réussi à prouver ce modèle et à montrer que ça marchait et avoir plus que quelques milliers d'utilisateurs. Et maintenant, pouvoir passer à une seconde étape qui est un déploiement beaucoup plus large. Et pour ça, effectivement, maintenant, on a eu recours à des fonds d'investissement pour un nouveau tour de table que je vais vous annoncer en exclusivité puisqu'il sera dans la presse à partir de début de semaine prochaine. Et en plus, on a la chance que ça soit ici la Poste qui nous accueille et le fonds qui a investi chez nous comme lead investor, c'est Xange, le fonds d'investissement du groupe La Poste, que je vous demande évidemment d'applaudir très fort, notamment à la personne de Cyril Bertrand qui est là. Je le vois qui sourit. Bravo Cyril. C'est un homme heureux. Parce que oui, les gens qui nous ont soutenus au début ont pris un très gros risque avec leur argent personnel, mais Cyril et Xange et le groupe La Poste prennent un risque qui est finalement largement aussi grand en nous accompagnant, et c'est une levée qui est quand même d'une taille importante pour une start-up française, c'est 3,5 millions d'euros. Donc c'est grâce finalement à toutes ces différentes couches de l'écosystème que les entreprises peuvent passer de bonnes idées à des belles réussites comme celle dont on a parlé tout à l'heure, et on espère qu'on va suivre ce chemin évidemment des Blablacar, des Criteo et autres Photolia. Je vous le souhaite. Moi, j'ai une question qui est sur le compte d'exploitation.
C'est-à-dire que quand je parle de start-up et financement, j'entends souvent parler de tour de table, avec des gens qui remettent au pot régulièrement tous les 6 mois, et j'entends pas parler de clients, de comptes d'exploitation, de rentabilité. Les clients, est-ce qu'ils viennent? Est-ce que votre truc il marche, indépendamment des gens qui vous prêtent du pognon? Mais est-ce que ça crache du cash, votre affaire? C'est sympa d'avoir des investisseurs, mais enfin, il faut des clients aussi. Non. Pour être honnête, pour l'instant, David, on a fait en sorte que personne ne nous prête du pognon, on n'a fait que des dons. D'accord. Donc, on a trouvé des bienfaiteurs qui étaient OK pour nous le donner, pas de prêt, ça nous évite d'avoir des ennuis. Okay. Mais oui, en réalité, quand on rend les choses plus simples, les gens se l'approprient. Et notre travail n'est pas un travail sur de la technologie est secondaire. Notre travail, c'est de l'usage. D'accord. C'est simplifier l'usage. Et là, aujourd'hui, on a 50 000 utilisateurs, mais il y en avait 20 000 il y a 3 mois. On a 1700 pros qui acceptent Lydia à travers la France, et ce chiffre croît de manière exponentielle tous les mois. Et ces gens-là, pas les particuliers pour qui c'est gratuit, mais les pros payent pour utiliser l'application, et ils en sont ravis, et ils l'utilisent de plus en plus toutes les semaines. Et notre bataille, c'est la bataille de l'usage, pas de la technologie. Hugues Hansen de La Poste, ça vous fait rêver? Vous avez envie d'accompagner comme ça une ou deux startups qui vont grandir de façon exponentielle? C'est exactement dans la feuille de route de Starting Post, effectivement. C'est un produit qui, comme on l'a vu, est un produit proche du paiement, donc proche de la banque. Donc c'est quelque chose qui intéresse forcément le groupe La Poste. On a vu qu'elle était financée par Xange, qui est effectivement une filiale de la Banque Postale, donc c'est pas entièrement par hasard. Et je rejoins entièrement Cyril sur le fait qu'effectivement, le plus important au démarrage d'une start-up, c'est pas tant de générer du cash, mais c'est de donner la meilleure expérience client à l'ensemble de ses utilisateurs, de faire grandir la base des utilisateurs actifs de l'application. Et c'est ça qui, in fine, générera des retours sur investissement pour les investisseurs, et surtout améliorera la vie et le quotidien de toutes les personnes qui utilisent l'application. Merci à tous les 5. Laura, c'est à vous. Merci on peut beaucoup. Les applaudir. Oui, on peut les applaudir. Et j'espère que tout le monde va télécharger Lydia, parce que moi qui l'ai découvert il y a quelques mois, je ne peux plus m'en passer. Et c'est vrai que c'est une application qui change la vie et qui change les échanges d'argent. Donc voilà, c'est un peu mes nouveaux chouchous. Oui, tu l'as testé, hein, et tu étais enchanté. Même toi, tu as donné 10 € à ta femme hier soir. J'ai donné 10 € à ma femme hier. C'est bien la première fois que je lui donne 10 €. C'est vraiment incroyable. Et elle m'a envoyé un mail en disant c'est une blague. Je lui dis non, je t'expliquerai. J'ai rencontré mon sosie, tout ça. Enfin bon, voilà. C'est vrai que la ressemblance est flagrante. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer effectivement à la vision locale. Je vais rejoindre Jean-Christophe Saunière. Je vais vous piquer un micro au passage. Je vais redistribuer les micros. Bonjour, donc vous êtes associé PwC. Donc on voit, malgré la crise, ce qui ressort des études, c'est le souci d'innover, la préoccupation d'innover pour les dirigeants d'entreprise. Oui, tout à fait. Ce qui a été intéressant dans ce débat-là, c'est qu'on a parlé plusieurs fois d'écosystème, d'interaction entre différents acteurs au sein de cet écosystème pour créer de la valeur. Dans cet écosystème, bien évidemment, il y a aussi les grandes entreprises. Donc moi, je travaille peut-être plus de ce côté-là. Il y a l'interface avec les startups et les PME. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est cette prise de conscience, de toute façon, pour les grands groupes, en tout cas, qu'il va falloir innover pour se développer. Étude après étude, les dernières montraient que 97% des dirigeants d'entreprise pensaient que leur croissance viendrait de l'innovation. Les sociétés les plus innovantes ont des anticipations de performance, de croissance sur les 5 ans à venir qui sont 3 fois supérieures à celles qui sont les moins innovantes. Et on parle de plus de 62%, 70% de croissance supérieure. Donc vraiment, il y a cette prise de conscience, mais il y a peut-être des difficultés qui ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas forcément des difficultés de financement pour innover. Les difficultés ne sont pas les mêmes. On va y revenir dans un moment. Mais je pense que cette compréhension des enjeux de l'innovation, elle est extrêmement importante. Et c'est vrai même dans les PME. Là, je fais référence à des études de BPI de cette année qui montraient que les PME et les ETI innovantes avaient de meilleures perspectives de rentabilité pour cette année. Elles réduisaient moins leurs investissements également que celles qui étaient classées dans la catégorie des moins innovantes. Et leur carnet de commandes sur les 6 prochains mois avait une bien meilleure tête. En tout cas, elles avaient des anticipations beaucoup plus positives que d'autres. Donc, on voit vraiment qu'il y a cette envie d'y aller, cette envie d'innover. Le point important, et ça c'est aussi un message à destination des grands groupes qui pensent quelquefois que innover, ça veut dire investir davantage, dépenser davantage d'argent. Et ça c'est faux
Parce que année après année, les gens essayent de trouver des corrélations, par exemple, entre les montants d'investissement dans la R&D et le résultat, la performance de l'entreprise. Il n'y en a pas. Quand on regarde, c'est un nuage de points sans corrélation. J'en veux pour preuve que si on analyse la performance des 10 entreprises les plus innovantes, on fait ça dans les classements bien connus, que ce soit Business Week ou il y a une dernière étude qu'on vient de faire sur le sujet. Les 10 plus importantes ou les 10 plus performantes d'un point de vue innovation, elles ont une capitalisation boursière sur les 5 dernières années qui a été 42% supérieure à celles qui ont dépensé le plus en termes de R&D. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de lien entre la performance de l'entreprise, et là je parle de la capitalisation boursière, mais c'est vrai pour le résultat net, c'est vrai pour le chiffre d'affaires. Ça ne coûte pas forcément plus cher, il faut travailler surtout autrement. Et travailler autrement... Comment Parce que alors, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, des dirigeants, quelles sont les clés de la réussite? Alors, il y a des leviers internes et il y a des leviers externes. Alors, pour les entreprises, peut-être il faut commencer par définir une stratégie d'innovation, parce que innover avec des initiatives non coordonnées, comme on le voit quelquefois dans certains groupes, ça ne donne pas une vision d'ensemble, c'est des actions qui ne sont pas forcément très pérennes. Il faut savoir qu'il y a moins de 50% on va dire, d'entreprises, de grands groupes, qui ont réellement défini ce que c'est qu'une stratégie d'innovation. D'ailleurs, dans quelle direction, avec quels moyens, quelle stratégie d'innovation ouverte on va développer, alors qu'elles disent majoritairement qu'elles ont des idées sur le sujet. Il y a également, et aujourd'hui c'est une tendance forte, les entreprises innovantes ont tendance à développer plus l'innovation dite de rupture que l'innovation incrémentale. On estime que dans les 10 ans, on aura une augmentation de 57% des budgets destinés à l'innovation de rupture. On voit qu'il y a quand même un facteur conjoncturel, c'est-à-dire qu'en période de crise, les entreprises ont tendance à se replier un petit peu sur de l'innovation, d'amélioration, de productivité, et pas forcément sur des choses les plus risquées. Mais néanmoins, il y a une prise de conscience que pour se distinguer, pour être plus compétitif et notamment aller plus vite sur le marché, il faut essayer d'être en rupture. Et puis, il y a un point et là qui intéresse autant les petites structures que les grandes, c'est, pour bien innover, c'est aussi bien gérer le capital, la propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce que quand on innove, surtout dans une logique, une perspective d'innovation ouverte, ça veut dire qu'avec des partenaires, on va créer de la valeur. Et qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, se posera le problème du partage de cette valeur. Et je vois malheureusement trop de cas où, au lieu d'être un levier ou en tout cas un point fédérateur, c'est un point de dissension et de difficulté entre les grandes entreprises et les petites. Les petites ayant souvent la peur de se faire spolier un petit peu de leur innovation et ayant des prétentions qui sont quelquefois en dehors du prix du marché, en tout cas, ou de la valorisation qu'on pourrait attendre de leur innovation. Et les grands groupes qui ont peut-être une vision beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste des perspectives du marché, qui n'acceptent pas. Donc il y a souvent des négociations qui tournent court à cause de ces points. Je pense que oui, justement, on va en parler. On en parlera avec tout à l'heure. Donc il y a effectivement beaucoup de difficultés dans les grands groupes aussi pour innover. La principale difficulté au-delà de ça, et je pense que le point est important pour tout le monde aussi, c'est le time to market. La rapidité avec laquelle on peut pousser ses produits sur le marché, c'est extrêmement important. C'est aussi pour ça que les grands groupes s'intéressent aux petites structures, aux startups, aux PME, parce qu'il y a une capacité de réaction beaucoup plus rapide, une proximité avec les besoins du marché qui soient clairement exprimés ou sous-jacents, qui est peut-être plus rapide à intégrer. Et on voit souvent ces relations avec les startups et les PME plutôt sur les phases qui sont en aval, pas sur les phases de recherche amont, ou beaucoup plus rarement, mais beaucoup plus sur les phases qui sont proches du marché. Merci beaucoup. Justement, on va parler de propriété intellectuelle. Je me dirige vers Véronique Spanejol, directrice régionale de l'INPI. Et effectivement, bonjour, la propriété intellectuelle, c'est indispensable. Quand on est un entrepreneur, on se pose cette question-là. Est-ce qu'on ne va pas se faire voler son idée? Alors,
Tout à fait. Donc je voudrais effectivement donc revenir un petit peu de pédagogie, même si c'est peut-être un petit peu rigoureux, un petit peu technique, mais le lien entre propriété intellectuelle ou industrielle, donc je vais dire pays parce que ça veut dire les deux, donc et l'innovation. L'API, ça sert à quoi? Ça sert à protéger, ça on le sait, ça sert à protéger à travers des brevets, marques, dessins ou modèles, ou du droit d'auteur, ou d'autres types de droits. C'est même un premier réflexe. Tout de suite. C'est un premier réflexe. Mais un réflexe. Alors, c'est cela. Mais avant, hanter tout cela, en fait, la propriété industrielle, ça sert à créer. Parce que toutes les données donc, liées à la propriété industrielle sont libres d'accès au public sur des bases de données. Donc, on ne va pas réinventer la roue, on va pouvoir s'inspirer de ce que fait un concurrent pour trouver un autre moyen. Et il faut s'assurer aussi que ce que l'on a créé donc, est libre, qu'on peut l'exploiter. Donc, après, l'API sert à créer, l'API sert à protéger, l'API sert aussi à sécuriser. Et c'est effectivement dans ce cadre-là, donc je rebondis sur ce que monsieur vient de dire, effectivement dans le cadre d'innovation collaborative, il faut savoir qui apporte quoi dans la corbeille de la mariée et effectivement avoir bien prévu les contrats pour qu'au bout du compte, après, il n'y ait pas de conflit. Donc ça peut servir dans les relations externes de l'entreprise, mais aussi dans les relations internes, ne serait-ce que quand un salarié invente quelque chose. Voilà. Et puis enfin, donc pays et innovation, donc c'est aussi la valorisation. La valorisation, il faut défendre ses droits, mais c'est aussi donc un actif immatériel de l'entreprise qui effectivement donc est maintenant très très important lié à l'entreprise et ça accroît la valeur de l'entreprise. Et justement, à votre niveau, au niveau de l'INPI, comment vous accompagnez ces entreprises? Qu'est-ce que vous leur rapportez au quotidien? On leur apporte de l'information, mais on fait aussi donc de la visite d'entreprise pour toute entreprise qui a une question sur la propriété industrielle. On fait aussi donc on a une gamme de produits qui s'appelle Coaching INPI, donc qui s'adapte à toutes les entreprises suivant leur degré de connaissance en propriété industrielle. Et donc il y a le pré-diagnostic qui en fait s'adresse aux entreprises qui connaissent très peu la propriété industrielle, totalement gratuit pour l'entreprise, cofinancé par le Conseil régional de Lorraine ici. Et puis donc un programme tout à fait nouveau qu'on vient de lancer qui s'appelle Masterclass Pays, mais qui a pour but en fait d'accompagner donc une entreprise pendant 6 mois et l'entrepreneur donc peut vraiment se poser pour réfléchir. La propriété industrielle, c'est quoi pour moi? C'est du secret, c'est de l'intellectuel, c'est du brevet, etc. Et donc c'est un programme que on vient de lancer très très récemment et apparemment les entreprises sont intéressées pour pouvoir réfléchir à cet aspect et faire monter la propriété industrielle au niveau de la stratégie de l'entreprise et non pas la laisser au niveau du juridique comme ça a été souvent le cas. Et est-ce que vous pouvez avoir aussi un rôle de conseil? On est une entreprise, on a une idée, est-ce qu'on peut venir vous voir? Alors, tout à fait. Alors, je vous arrête sur le rôle de conseil parce que je vois des confrères privés dans la salle, mais tout à fait, on a ce rôle d'information, donc on est opérateur de l'État, autofinancé, etc. Tout un chacun peut venir en rendez-vous, on peut aller chez lui, voilà. Donc, on va donner les premières clés de la propriété industrielle et après, donc, il y a une profession qui s'appelle les conseils en propriété industrielle, eux qui vont faire de la stratégie, de la rédaction de brevets, de contrats, etc. On va dire qu'on est la porte d'entrée publique. Vous travaillez main dans la main, l'un n'empêche pas l'autre. Vous êtes là au début, du tout, chacun et son c'est rôle. Très important. Et je trouve que dès que je vois des personnes, des startups qui ont des idées, et parfois certaines déposent une idée, mais je dis, mais vous êtes allé voir, elle est déjà déposée plusieurs fois. Faites attention, regardez vos bases de données, c'est une richesse incroyable. Tout à fait, et il faut s'en servir. On travaille beaucoup donc, avec l'université, on travaille un petit peu à tous les stades de la création de l'entreprise, en quelque sorte, du porteur de projet, donc à la création de l'entreprise, voire des entreprises qui utilisent déjà la propriété industrielle et qui sont déjà des ETI. Et puis je conclue en disant que vous êtes une vraie source d'inspiration, donc c'est bien de voir ce qui se fait à côté pour s'inspirer et picorer des idées à droite à gauche. Voilà. Merci beaucoup et bravo pour le travail que vous faites. Je vous en prie. Je traverse la scène pour aller voir Fabrice Ginter, de l'autre côté. Est-ce que vous avez un micro, Fabrice? Oui, il marche? Ça marche. C'est parfait. Vous êtes vice-président du CCI Lorraine. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est une priorité, le numérique, l'innovation pour le CCI Lorraine? Pour les chambres de commerce, oui, c'est important. Vous savez, la Lorraine, c'est une région qui a connu des stades multiples avec beaucoup de création de richesses. Alors il y a des choses qu'on garde en tête aujourd'hui sous un mauvais aspect. Quand on parle de Florange, etc., on parle d'une sidérurgie qui est plus très là. Ce qu'on oublie, c'est que la sidérurgie en Lorraine, de la même façon que les mines, ont apporté énormément de richesses, beaucoup d'innovation à l'époque, et créé des réseaux d'infrastructures comme très très peu de régions françaises peuvent avoir aujourd'hui. Alors maintenant, on est rentré sur autre chose.
Et toute la partie numérique est un de nos gros enjeux d'aujourd'hui. Et c'est aussi pour cette raison. Alors ça me faisait plaisir tout à l'heure quand j'entendais Marie qui parlait d'ambition. Parce que je crois que c'est au cœur en fait de nos démarches, ça doit déjà être ça. Apprendre à oser, se dire mais évidemment on rentre dans quelque chose de nouveau. On est dans une époque en plus où on rebat les cartes. Alors ça c'est formidable parce que je pense qu'il y a des époques qui ont été assez épouvantables, très statiques, où on commençait d'une façon, on finissait de l'autre, et il n'y avait pas de milieu. Hein. Et aujourd'hui c'est pas ça. Évidemment ça peut faire peur à certains. Il faut inventer de nouvelles choses, mais ça veut dire qu'on a cette possibilité, et en Lorraine, on l'a particulièrement, par tradition, je pense. Et d'autre part, il ne faut pas oublier qu'on est une grande région transfrontalière. Donc la Lorraine, ça fonctionne avec le Luxembourg, avec la Sarre au minimum, une partie de la Belgique, et notre quotidien, c'est ça. C'est une grande force. Mais c'est une force énorme, parce que ça veut dire des éléments multiculturels. Quand on a notre ami de PwC qui est là, c'est non seulement la partie française, mais c'est aussi la partie luxembourgeoise, avec des apports qu'on n'aurait pas autrement. Quand on parle des aéroports, c'est la même façon. On peut prendre l'avion à Luxembourg, comme on le fait à Paris, à Metz, Nancy, Lorraine ou en Sarre. Et on pourrait prendre beaucoup d'exemples là-dessus. Ça veut dire aussi qu'en termes de marché, il y a une concentration de consommateurs dans un périmètre très très court. Donc il y a aussi cette possibilité d'expérimenter sur un territoire, d'expérimenter plus large avec des habitudes de consommation, des habitudes de vie différentes avec les autres pays, et derrière ça, donc d'ouvrir sur de très très grands marchés. Alors concrètement, quelles sont les étapes à franchir pour passer, vous voyez, à l'étape supérieure, à une concrétisation beaucoup plus importante? Alors, je pense, vous voyez, une journée comme celle d'aujourd'hui, avec tous ces acteurs qui sont là, on voit déjà qu'il y a un mélange important, et on ressent aussi beaucoup d'intérêt, de dynamisme, des apports extérieurs qui sont forts. C'est affirmer clairement que c'est aujourd'hui une de nos priorités et qu'il faut la décliner. Alors quand on a dit ça, c'est bien, mais maintenant, il y a aussi la concurrence et qui on a en face de soi et comment on veut le faire. Il y a aussi l'énergie qu'on veut mettre dedans. La deuxième étape, c'est ensuite d'avoir des axes très forts, que ce soit vis-à-vis de certaines collectivités. Pour que tout le numérique fonctionne bien, il faut de la fibre, il faut des équipements. Donc ça doit être un des premiers budgets en fait, qui sont consacrés, il faut le pousser. Ça, c'est vraiment important parce que dans le contexte actuel, de restrictions budgétaires partout, on sent bien que la grosse difficulté qu'on a, c'est que beaucoup de collectivités pressées par l'État, en fait, transfèrent leur budget d'investissement, de fonctionnement sur l'investissement et donc n'investissent plus. Ce n'est pas le moment de le faire. Toute la fibre, par exemple, est très en avance en Lorraine, mais il faut aller beaucoup plus loin. Ça rejoint aussi les actions au Conseil régional de Lorraine. Le numérique, les financements des startups, les financements des formations. Parce qu'on parlait d'entreprises qui sont en place, qui innovent. Et ça veut dire souvent beaucoup plus encore de budget formation que d'investissement en matériel, en logiciel. Donc ça veut dire qu'il faut aller au-delà. Et ça veut dire qu'il faut inscrire ses priorités là-dessus. Alors la Chambre de commerce de Lorraine, avec les chambres de commerce territoriales, l'un des 4 départements, a vraiment en ligne de mire d'avoir ce discours constant qui appuie et qui dit aussi les priorités aux uns aux autres en mettant en place les supports numériques de pépinières ou autres qui sont à l'intérieur. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers Olivier Feur. Vous êtes directeur régional de la Banque Postale Nord-Est. Alors justement, comment la Banque Postale s'inscrit et soutient le développement des territoires, d'abord du côté des entreprises? Tout à fait. Alors, la Banque Postale, d'abord, elle a une très grande chance. Elle fait partie d'un gros groupe qui est le groupe La Poste. Et je tenais à le faire remarquer parce que notre action au niveau du groupe, il faut bien mettre notre action à ce niveau-là, peut se décliner à plusieurs niveaux. On a vu qu'il y a Starting Post qui est là et qui s'occupe purement de l'innovation de la start-up. Et nous sommes les héritiers des services postaux, des services financiers de La Poste. Et donc, nous allons intervenir après eux sur les étapes suivantes, sur les étapes de développement de l'entreprise, sur le pro, sur le TPE, sur la PME. Toutefois, on a une vision plus globale et plus large du soutien et de la nécessité du soutien au secteur économique. C'est-à-dire que l'aménagement,
Le développement économique, c'est avant tout le développement d'un territoire. Et comme vous le soulignez à l'instant, ce développement des territoires, c'est aussi les collectivités locales et le secteur public local. Parce qu'il faut avoir des terrains pour pouvoir s'agrandir, il faut avoir des infrastructures. On a fait des routes, c'était le passé, maintenant on fait des boucles numériques parce que c'est l'avenir et qu'il faut les financer. Et il faut être aussi présent pour soutenir les collectivités locales, parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, elles ont ce problème de financement global, de restrictions. Elles sont soumises malheureusement au déficit public et donc à une perte de recettes. Et il faut que les banques puissent jouer pleinement leur rôle à tous les niveaux. Donc c'est au niveau du soutien des entreprises à toutes les étapes de leur vie, mais également un soutien au niveau de ceux qui leur permettent de se développer, de développer les territoires et donc des collectivités locales. Alors justement, oui. Ça, c'est l'axe de la Banque Postale, c'est nous on se dit banque du développement des territoires. Et donc on se développe fortement sur ce secteur-là. La preuve en est, c'est que... On veut des exemples concrets. Des exemples concrets. C'est très simple. Nous, Banque Postale, par exemple, secteur public, on soutient les départements, on soutient la région. La région, c'est quoi? C'est le chef de file sur le développement économique. Nous, on est là pour leur apporter de la liquidité, pour leur apporter du financement et pour leur permettre de mettre en place leur action. On soutient les départements, on soutient les grandes collectivités comme les petites. Et ça, c'est très important. Plus de la moitié de nos financements sont faits sur des petites collectivités. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que si on veut diffuser, si on veut que les PME, si on veut que les TPE, si on veut que les pros puissent se développer partout sur notre territoire, il faut que l'argent soit insufflé au plus près. Et ça, c'est la grande force de la Banque Postale, qui est une banque publique, qui a une histoire de territorialité. Le groupe La Poste, 17 000 points de contact, on est capable, on finance aujourd'hui l'ensemble des acteurs jusqu'au plus profond de l'ensemble de la campagne française. Et ça, c'est un point important. Et c'est important, et en plus, on vous sent vraiment motivé et très investi. C'est agréable de voir lors de cette conférence à quel point vous êtes tous investis, vous avez tous justement envie de pousser l'innovation. Donc, je trouve que la Lorraine, très très prometteuse. Je ne perds pas de l'idée que j'avais ce matin de dire bientôt la Silicon Valley va pouvoir aller se rhabiller parce que ça fait du bien. On parlait d'optimisme et ce matin, je ne sais pas si tout le monde était présent lorsqu'Éric Orsena a abordé ce sujet en disant il faut aller de l'avant, il faut être optimiste, il ne faut pas regarder, oui, c'est la crise, mais comme le disait David Abiker, on nous dit ça depuis 30 ans et c'est en avançant, en ayant des bonnes idées, même si il y a des restrictions budgétaires, c'est pas grave, on avance quand même, il n'y a pas que l'argent qui fait avancer, les idées aident aussi, et se serrer les coudes, c'est quelque chose d'important et vous avez tous vraiment cette ambition, ça fait plaisir. Juste un point que je voulais rajouter, parce que c'est vrai qu'on parlait des banques, on les pointe souvent du doigt comme quoi elles n'investissent pas, elles ne donnent pas de financement. Je tiens à dire que nous, sur la Banque Postale, notre activité de financement est nouvelle, c'est depuis 2011, c'est tout récent. Et je pense qu'il y a peu de banques au niveau national qui, en milieu de crise financière, alors qu'il y a une crise économique, ont été capables de mettre de plus de 10 milliards l'année dernière sur le soutien de l'économie au niveau national. C'est plusieurs centaines de millions qui ont été mis en soutien de l'investissement sur la Lorraine. Et c'est une action vraiment volontaire du groupe parce qu'on a ce gros avantage d'être une banque qui collecte l'épargne de tout un chacun. On est très connu là-dessus. On la transforme et on la réinvestit sur l'économie locale. Et on ne peut le faire que sur l'économie locale parce que notre grande force, c'est qu'on n'est qu'une banque française. On n'est pas allé voir à l'international, on n'a pas fait de banque d'investissement. Et on met tout ce que l'on récolte, on le remet, on le réinjecte dans l'économie locale. Et aujourd'hui, c'est 10 milliards l'année dernière au niveau national, plusieurs centaines de millions au niveau de la Lorraine. Bravo, ça mérite quelques applaudissements. Je vais aller rejoindre Gilles Comon. Bonjour, je vais vous donner un micro. Donc, si je me trompe pas, vous êtes président du réseau YEST. On dit bien YEST, c'est ça? YEST. Alors, YEST, oui, il y a un petit côté Est dedans. C'est ça, c'était sûrement inconsciemment volontaire. Donc, pourquoi vous avez créé cette association? Parce que vous êtes déjà investisseur par ailleurs. Alors effectivement, donc... On va rappeler ce que c'est aussi. Voilà, donc le réseau YEST, c'est un réseau de business angel régional de l'Est, hein, c'est inclus dans le nom, et qui a comme caractéristique de s'intéresser essentiellement au numérique, donc c'est quand même un des sujets du jour, et surtout le fait que les business angels participants sont tous des chefs d'entreprise ou au moins une activité professionnelle importante dans ce monde du numérique. L'idée, c'est d'apporter donc la création. En fait, l'idée, c'est déjà qu'à plusieurs, on a plus, bien évidemment, de compétences et de forces que tout seul. Donc, ça permet d'avoir une capacité d'investissement plus élevée. Et ça permet aussi, notre volonté était non seulement d'amener de l'argent, hein, on prend, nous, les entreprises à un stade assez précoce. Donc, l'idée, c'est de les financer, mais aussi de leur apporter du conseil, du suivi,
un petit peu ce que notre expérience de chef d'entreprise nous a apporté pour, quelque part, dupliquer des quelques réussites et essayer de développer l'économie lorraine. Alors, on fêtait des anniversaires ce matin. Vous avez 10 mois, c'est bien ça pour l'instant. Voilà, tout à fait. 10 mois d'existence. Alors, quelles sont vos ambitions? Où vous en êtes là? Quelles sont les premières grandes, pas conclusions, mais quelle expérience vous tirez de ces 10 premiers mois et quelles sont les ambitions à venir? Alors, beaucoup de remarques spécifiques. La première chose, c'est qu'en 10 mois, on a quand même étudié une petite vingtaine de dossiers. Donc, c'est qu'il y a de la demande. Il y a des entreprises qui ont besoin de financement, des start-up intéressantes. On en a concrètement financé 2 qui fonctionnent et pour lesquels on a investi il y a maintenant quelques mois. Et puis de l'autre côté, on cherche aussi à se développer au sein de l'association pour avoir plus de capacité d'investissement. Alors j'ai un co-investisseur avec moi, Julien, qui travaille dans le e-commerce. Donc on est tous dans ce monde-là. Et aujourd'hui, on est une dizaine sur le Grand Est. Et notre objectif est de pouvoir grossir d'une dizaine de personnes supplémentaires pour accompagner plus d'entreprises dans les années qui viennent. En tout cas, merci beaucoup, bravo. On peut tous vous applaudir. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Je vais inviter tous mes invités, les grands témoins de David, à rejoindre la salle. Et on va passer à la remise des trophées des startups, puisque ce matin, 5 startups ont pitché devant un jury d'exception et nous allons avoir le résultat. Donc, pour remettre ces prix, je vais appeler à venir sur scène avec moi Didier Pichot, directeur régional de la BPI. Julien Coudy, directeur d'investissement à GDF Suez New Venture. Jean-Louis Humblé, secrétaire du Grand Est numérique. Ainsi que Roselyne Stocke, directrice de Réseau Entreprendre Lorraine. Laurent Bourpère, Reach the First. Luc Thévenot, senior manager PwC. Gilles Comon est resté vous restez avec nous. Jackie Chef, directeur de Promotech. Olivier Nouveau, président de Nancy Numérique. Cyril Bertrand, directeur associé, membre du directoire d'Ixange, qui doit être juste devant. Et Hugues Hansen, directeur général de Starting Post. Encore une fois, beaucoup d'hommes. C'est promis, l'année prochaine, on va faire venir plus de femmes. Bienvenue. Je vais peut-être appeler toutes. Est-ce que j'appelle les startups à venir toutes ensemble ou une par une? Non. Je vais appeler toutes les startups qui ont pitché ce matin à venir me rejoindre sur scène. Donc il y a SCT, Dynaps, mais qu'on appelle le drive des épouvantails, Harmonic Pharma, My Music Teacher et Relink. De toute façon, il y a des prix pour tout le monde et vous êtes tous gagnants, c'est ce qu'on dit. Déjà, vous avez été sélectionnés, donc bravo à tous. Donc on va commencer par le 5e prix, qui est Aise City. On peut vous applaudir. Et pour vous remettre ce prix, parce que vous ne repartez pas les mains vides, bravo, je vais demander à Julien Coudy et à Jean-Louis Humblé de venir me rejoindre. Et Julien est là? Ah voilà, vous êtes là. Je vais vous donner un micro. Un micro pour avoir une réaction de la start-up et un... Voilà. Et non. Et un micro pour vous qui allez remettre le prix. Et quel prix vous allez remettre? Donc nous allons remettre le 5e prix, qui est une tablette iPad mini d'une valeur de 299 €. Merci. En parallèle, vous avez une invitation par Orange à Orange Labs, à Issy-les-Moulineaux.
et une invitation des 5 lauréats au Lab Postal en décembre 2014 à Paris. Merci beaucoup, bravo. Bravo. Merci. Je vous laisse rejoindre le côté de la scène pour après faire la photo finale. Vous vouliez ajouter quelque chose? C'est bon? Tout est bon? Alors, le 4e prix est décerné à Harmonic Pharma. On peut les applaudir très fort. Avec son représentant. Et pour remettre ce prix, j'appelle Laurent Bourpère et Philippe Courqueux. Vous pouvez vous mettre au milieu, quand même, pour que tout le monde vous voit. Avancez-vous. Personne ne va vous manger, je vous promets. Voilà. On vous applaudit. Félicitations. Merci bien. Je vais vous donner un micro. Merci à tous, merci. Comme ça, vous avez chacun un micro, vous pouvez échanger. Toutes mes félicitations. Moi, j'ai eu l'immense honneur de pouvoir être coach dans la phase amont du projet. Et je voulais tous les féliciter, et bien sûr, notamment Stéphane, pour ce prix, parce qu'ils ont fait un énorme travail. Et c'était fortement enrichissant, la relation. Et puis, voilà, ce sont des très beaux projets. Et ça montre aussi qu'en Lorraine, ça foisonne de projets. C'est très prometteur. C'est très prometteur et bravo. Et j'adore votre projet, il est très très bien. Merci bien. Enfin, j'aime tous les projets, attention. C'est une récompense. Après, même si vous n'avez pas gagné, l'année dernière, on avait eu un concours de start-up et moi, j'avais découvert plein de talents et j'en avais parlé dans Télématin. Donc ça, c'est le 2e effet du concours start-up et c'est un bon... ça peut aider un petit passage dans l'émission. Donc, comptez. Vous avez tous gagné. Ça, au moins une petite citation, bien sûr. Bravo pour votre travail, en tout cas. Merci on bien. vous applaudit. Le 3e prix, eh bien, c'est le Drive des épouvantails. C'est un nom un peu, parce qu'au départ, j'avais la société qui s'appelle Dynaps. Non, c'est le Drive des épouvantails. C'est bien, ça mélange un peu de français, un peu d'anglais. Souvent, dans les startups, il n'y a que des mots anglais. Là, c'est sympa comme nom. Ça génère de l'émotion, comme votre start-up. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Ce que j'ai pas dit à la présentation à midi, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre un drive, on replante 2 vrais épouvantails à proximité des drives. Donc on fait revivre l'objet épouvantail. Vous incarnez parfaitement Oser l'économie de demain avec numérique, circulaire et solidaire. Merci. Donc ce prix vous est remis par Luc Thévenot et Jules Comont. Merci. Voilà, donc toutes nos félicitations. Nous, on a beaucoup aimé la mascotte épouvantail. Donc bonne chance. Merci bien, merci. Voilà. Et on vous applaudit encore. Et le 2e prix est adressé à Relink. Bravo. Je vous laisse lui remettre. Alors Relink, vous intervenez auprès des accompagnateurs des maladies d'Alzheimer, on sait combien c'est important, et on a été notamment attentif au fait que vous indiquiez avoir 1400 utilisateurs impliqués aujourd'hui dans la définition de votre produit, et vous savez, c'est l'innovation conduite par les utilisateurs, c'est vraiment très important. Vous avez gagné plein de choses, et j'en ai plein les mains parce que mon collègue de Nancy Numérique qui est par là, le voilà. Alors je lui laisserai la parole. Vous avez gagné un pack mentoring de 6 mois offert par Xange, un pack Equity Crash Test de la CCI O2 de Bilan, une invitation à Orange Lab avec tous vos utilisateurs, prévenez-les qu'il y en a 1400 qui vont venir, une invitation des 5 lauréats, vous-même, au Lab Postal, Starting Post pour bénéficier d'un accès direct à une étude du dossier et de la part de Nancy Numérique. Alors, pardon, je ne sais pas, c'est moi qui remets l'iPad. Alors, magnifique, un iPad Air que tout le monde connaît, d'une valeur de 389 francs. Euros TTC. Voilà. Quelques mots puisque j'ai la parole, Nancy Numérique, donc on est sur notre territoire, c'est un cluster d'entreprises. On est aujourd'hui 70 membres, nous représentons plus de 800 emplois, sûrement 200 millions de chiffres d'affaires. Et comme vous avez eu le plaisir d'entendre ce matin, nous avons enfin un lieu mis à notre disposition à Nancy. Donc on évolue depuis 5 ans et merci. Et je vous félicite et on espère bientôt vous avoir dans notre réseau. Voilà, bravo à vous. Bravo. Merci beaucoup pour tous ces cadeaux. Il n'y a plus beaucoup, bravo, il n'y a plus beaucoup de surprises puisque le gagnant est My Teacher Music et on peut l'applaudir très très fort. Merci. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de musiciens dans la salle? Parce que ce matin vous avez posé la question, il y a eu quelques doigts qui se sont levés mais visiblement ça intéresse beaucoup de monde.
Effectivement, on espère qu'il y aura encore plus de musiciens grâce justement à cette application. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez déjà vous préinscrire sur My Music Teacher et le site ouvrira en mi-décembre. Bravo. Je vous remercie. Maintenant, vous allez recevoir le prix, The Prix. Un exposé tellement réussi que j'ai décidé de me mettre à la batterie à partir de cette année sur votre plateforme. On aura un pack mentoring d'Xange et puis un accès privilégié à plein d'acteurs qu'on a rencontrés aujourd'hui. Yeast, un pack CCI O2 Bilan, un accès privilégié à Orange Labs, au Lab Postal, à GDF Suez et à Starting Post. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Et comme la musique, c'est aussi du numérique, un ordinateur Apple MacBook Air. Et merci Wow. encore. Vous êtes gâtés. Sans oublier un petit passage dans Télématin. Non, mais c'est vraiment bien. Un mot sur Xange qui a déjà été présenté abondamment par ceux qui en parlent le mieux, c'est-à-dire nos entrepreneurs. Merci à Cyril Chiche chez Lydia. On est aussi investisseur chez KissKissBankBank que vous connaissez tous. Dans la ruche qui dit oui. On est aussi investisseur chez A Little Market qui est maintenant prend la direction des États-Unis avec Etsy. Tout ça, c'est du côté grand public. On est aussi du côté B2B. On était investisseur chez Neolan jusqu'à la cession à Adobe. On est aussi investisseur dans Sculteo. Donc merci pour votre soutien à Xange. Un grand applaudissement pour Xange. Et si vous avez des bonnes idées et que vous développez votre start-up, ils vous suivent depuis le début. Merci beaucoup. On va passer à notre prochaine conférence. Je vais vous inviter tous à rejoindre la salle. J'ai peut-être récupéré David Abiker, s'il n'est pas trop loin. Sinon, ce qui est bien, c'est qu'on a un sosie maintenant. Donc, si jamais on perd David, j'appelle Cyril Chiche. Malheureusement, mon sosie est loin maintenant. Je vais devoir me suffire à moi-même. Donc, cette conférence, c'est les valeurs humaines au cœur de la nouvelle économie. On parlait d'humanisme depuis ce matin. C'est les valeurs humaines au cœur de la nouvelle économie, mais avec un tropique, au moins pour les 3 prochaines interventions, qui d'ailleurs vont faire un bloc presque commun, avec un tropisme sur la silver economy. Les enjeux du vieillissement, la façon dont ça crée à la fois des nouvelles solidarités, des nouveaux business, des nouveaux investissements nécessaires, comment on les finance, on va discuter de tout ça avec, pardonnez-moi, avec au moins 5 personnes. On va faire venir Denis Jacquat, député président du groupe d'études sur le vieillissement. Monsieur Jacquat, on vous applaudit. De toute façon, il y a un peu de battement là, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir prendre vos marques. Venez vous asseoir, il y a plein de sièges libres et n'hésitez pas à tweeter avec le l'hashtag LorraineTech, bonjour. Alors, et à envoyer vos messages par SMS et vos questions. Excuse-moi David, je te laisse. On poursuit avec Olivier Perra, directeur général de l'AFNOR. On peut applaudir aussi. Bonjour Olivier, bienvenue. Installez-vous à côté de Monsieur Jacquat. François Roguet. Non, pardon. C'est une erreur. Faux départ. Non, mais j'ai sauté va ligne. venir. C'est un invité Laura. Nadia Frontini, vice-présidente Healthcare chez Orange. Bravo. Surtout quand c'est une femme, il y a double applaudissement. Hein. Antoine Doussin, directeur de la responsabilité sociale de la Poste. Il est là. Installez-vous. Et puis enfin Nicolas Dodifré, cofondateur de Little Market. Dont on vient de parler. Oui, il est Nicolas Dodifré, il arrive. Nicolas, il arrive. Et moi, j'appelle les acteurs du territoire à venir me rejoindre sur les tables hautes. Pascal Thomas, délégué régional AFNOR. Bernard Girkinger, délégué groupe SOS. François Roguet, tu l'as appelé tout à l'heure. Enfin, François, venez me rejoindre. DSSCC de la Poste. André Corzani, VP du département 54. Sylvie Mathieu, directrice Uriops. Et Marie-Madeleine Maucourt, présidente... excusez-moi, mais la liste est longue. CRESS Lorraine. Et vous pouvez aller sur différentes tables. Occupons la place et l'espace. Et David, je te laisse interviewer tes grands témoins. Alors,
C'est une table ronde, un débat autour des enjeux du vieillissement et des valeurs humaines au cœur de la nouvelle économie. Alors, on est là sur les problématiques de silver economy. Il y a une loi qui a été votée très récemment sur l'adaptation de la société française au vieillissement de la population. Sur ces enjeux-là, Denis Jacquat, président du groupe d'études sur le vieillissement, va nous donner un petit peu les enjeux de cette loi. Et ensuite, on verra ses implications sur l'économie et notamment l'économie locale. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le député? Parfaitement d'accord. Bon, je vous passe le micro. Bien, merci. Merci de l'invitation. Merci au groupe La Poste d'avoir, je dirais, créé cet événement. Au niveau donc national, depuis un certain nombre d'années, à l'époque on parlait de personnes âgées, maintenant on parle de boomers, on parle de seniors. Et donc il a été décidé de se pencher d'une part sur la condition d'abord dans un premier temps, donc les conditions de vie de ces personnes. Et puis maintenant il est apparu avec l'allongement de la durée de la vie qu'il fallait penser à l'avenir. Pour cela, donc, un groupe d'études a été lancé, qui s'est d'abord appelé le groupe sur la longévité. Et depuis quelque temps, le président Barcelone a souhaité que ce soit un groupe qui s'appelle d'études sur les enjeux du vieillissement. Il comprend 84 personnes de toutes tendances politiques confondues et j'ai l'honneur de le présider. Le but, en fait, du groupe, c'est d'auditionner des experts au niveau national, surtout vis-à-vis de tout ce qui est nouvelles technologies d'une façon générale, dans tous les domaines compétents, et surtout d'éviter la répétition, c'est-à-dire il y a des colloques, des conférences, il y en a beaucoup donc habituellement. Ce qu'on veut, c'est être innovant et surtout être laboratoire d'idées pour des lois, des textes à venir. Alors, ceci se décline dans beaucoup de domaines. Ça va aussi bien sur le niveau de la retraite, parce que l'argent est quand même la base de tout, mais ça peut se retrouver dans le domaine de la santé, ça peut se retrouver dans le problème de l'alimentation, dans celui des loisirs, du commerce en général. Enfin, toutes les déclinaisons sont là. Notre but, en fait, c'est de dire qu'en France, on a donné des années à la vie, et maintenant, ce qu'on veut, c'est donner de la vie aux années. Alors, on a parlé de cette loi. En deux mots, le contenu de cette loi, les grands enjeux. Alors, il y a eu une loi, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait donc l'adaptation aussi de la société au vieillissement. Elle concernait donc le maintien à domicile, ce qui rentre dans le sujet du jour, mais elle concernait des financements donc concernant l'APA, c'est-à-dire l'aide à la personne qui est en perte d'autonomie, et il y avait aussi de l'argent pour des innovations, mais la somme est quand même extrêmement limitée, c'est 645 millions d'euros, mais alors qu'on sait qu'il en faudrait à peu près 2 à 3 milliards, et l'État, sans faire de politique politicienne, n'a pas donné d'argent dans le cas particulier. C'est en fait une nouvelle contribution qui s'appelle le CASA, qui a été créée pour les retraités imposables. En fait, on peut dire que c'est du recyclage d'argent à ce niveau-là. Mais l'idée est quand même, je me suis sur le texte, où on voulait qu'il y ait un côté institutionnel. Il n'y en avait pas, je me suis abstenu, mais c'était quand même un premier pas vers ce qui nous rassemble cet après-midi dans cette table ronde. Alors, Denis Jacquat, ça c'est le contexte, pris à bras-le-corps par les pouvoirs publics, c'est cette loi. Il y a une tarte à la crème, c'est qu'on entend souvent des gens dire « mais la population vieillit, c'est formidable, ça va ouvrir de nouveaux marchés, il va falloir s'occuper de personnes plus âgées, de seniors, ces seniors ont de l'argent, ils ont des nouveaux besoins, et donc tout ça c'est un relais de croissance ». Quelle est votre conviction, vous, là-dessus? Ah non, mais qu'il y ait un marché, c'est évident. Comme je vous l'indiquais, on vit de plus en plus longtemps dans notre pays. L'espérance de vie après 60 ans est de 3 mois par an, donc 1 an tous les 4 ans, c'est quelque chose d'important. On vit de plus en plus longtemps en bonne santé, et c'est là qu'intervient la silver economy, qui est un nouveau concept. On en parle de la silver economy seulement depuis 2-3 ans. C'est Michel Delaunay qui, au départ, a été la start-up, d'accord, hein, dans ce cas. Nos retraités au niveau national, nos pensionnés, nos retraités ont pour le moment, pour la plupart, des retraites décentes. Donc en fait, c'est bien d'adapter la solution, la société à la situation de ces personnes. La seule question qu'il faudra faire attention, des nouveaux services peuvent bénéficier aux gens
qui ont un certain âge et qui ont de retraite décente, la Silver Economy de base, mais c'est ne pas oublier tous ceux qui ont des petites retraites, des petites pensions, qui pour eux, la Silver Economy peut, je dirais, être chère. Alors je voyais tout à l'heure dans les stands, là j'ai fait un petit tour tout à l'heure, c'est très bien ce qui est proposé, et j'ai vu que certains exposants avaient déjà des liens avec des collectivités territoriales. C'est dans ce cas-là aux collectivités territoriales de prendre le relais de ce qui existe au niveau national. En sachant aussi qu'il y a beaucoup de caisses complémentaires, de mutuelles, je ne vais pas les réciter tous à ce sujet-là, qui font déjà très bien leur travail, mais qui pourraient venir aussi aider dans ce cas particulier. Alors souvent quand on parle des enjeux du vieillissement ou de ces enjeux économiques, on le conçoit au niveau national. Au niveau territorial, est-ce qu'il y a des politiques spécifiques? Est-ce que vous avez observé des initiatives spécifiques, peut-être sur la région de Lorraine ou ailleurs, qui font que la ville change en fonction de ce vieillissement de la population qui est riche de possibles? Alors, vous le voyez, oui. Alors, vous parlez Lorraine-Moselle, comme je suis député de Moselle, mais né en Meurthe-et-Moselle. J'indiquerai qu'on en prend conscience déjà au niveau du logement. C'est-à-dire d'adapter les logements. Alors, avant, on disait une personne vit dans son appartement. En France, on veut rester à son domicile. Ça, le maintien à domicile, c'est la base de tout. Donc, c'est d'adapter le logement. Mais maintenant, on va beaucoup plus loin en disant il faut prévoir 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'avance le logement de plus tard. Parce que les personnes dans notre pays, les gens, souhaitent rester vivre à domicile. Donc, c'est de dire il nous faut un appartement qui soit adapté à l'âge de 20 ans, de 40 ans, de 60 ans, 80 ans. Donc, d'avoir des portes plus larges, des toilettes adaptées, des salles de bain donc adaptées. C'est d'innover. Alors, vous avez des opérations de ce type, et je vois même des sociétés d'HLM qui se sont lancées dans ce domaine. Mais maintenant, il y a plein de résidences-services. Dans quelques jours, il y a le Salon des maires à Paris, et j'avais été frappé l'année dernière par le nombre de promoteurs privés à but lucratif, il y en a qui n'aiment pas ça, mais qui étaient là. Et il y avait, c'était du but lucratif, des villes de gauche et des départements de gauche qui travaillaient très bien avec eux. Ils font très bien leur travail. Donc l'habitat, il y en a beaucoup. Vous avez tout le problème de la téléassistance actuellement, avec cette modernisation. Tout à l'heure, je voyais sur un stand où ils présentaient la nouveauté qui est maintenant de pouvoir, on peut visionner une personne qui est tombée chez elle. Avant, elle avait un bracelet. Le bracelet, il fallait qu'elle tape sur ce bracelet. Très souvent, elle tombait la nuit, donc elle avait enlevé son bracelet. Là, vous avez une surveillance 24 heures sur 24 et on peut détecter si la personne est tombée ou pas tombée. C'est quelque chose c'est un progrès extrêmement merveilleux. Le seul défaut qui existe d'une façon générale, c'est plutôt dans les systèmes d'alerte pour les personnes. Les touches sont toujours trop petites pour les personnes d'un certain âge. Premièrement, elles n'ont pas l'habitude des nouvelles technologies. Deuxièmement, elles voient un tout petit peu moins bien, elles tremblent un tout petit peu. Et je dirais, il faut des touches plus larges et des fois plus colorées. Mais il y a le progrès. Souvenons-nous des premiers téléphones portables et de ceux qu'on a maintenant. Denis Jacquard, on parlait ce matin avec Éric Orsena de la bonne ville. C'est-à-dire... la jeune génération pousse des cris à côté. On parlait ce matin avec Éric Orsena de la bonne ville, à savoir cette ville qui va évoluer en fonction de nos besoins, de la technologie. Est-ce que la ville va s'adapter à ce vieillissement de la population? Est-ce qu'elle va proposer de nouveaux services ou est-ce qu'il y aura un nouveau paysage de cette ville? La réponse est oui. La ville qui ne le ferait pas ferait une erreur. Ouais. D'ailleurs, dimanche matin sur Europe numéro 1, il y avait une excellente émission où on parlait du 7e continent. C'est vrai. Et dans cette émission, on parlait, ce continent, donc ce sont les boomers et les seniors, avec toutes les adaptations nécessaires et existantes. Donc une ville doit s'adapter à travers les services communs, collectifs, qui sont aussi bien les trottoirs. Vous avez un trottoir avec un passage piéton. Il faut ce qu'on appelle donc des passages en bateau pour qu'il n'y ait les personnes ne butent pas quand elles marchent, parce que quand on a un certain âge, on a une diminution donc de certains gestes moteurs et on peut buter une bordure de trottoir. Ça passe par les bus, c'est connu, mais malheureusement, on le dit, mais ça ne se fait pas. Et il y a les problèmes de services rendus, aussi bien dans le système des repas et autres. Les gens ne veulent pas rester confinés chez eux. Donc la ville doit s'adapter aux seniors. Le nombre de boomers et de seniors va augmenter considérablement. Alors je fais la nuance boomers seniors, c'est que de 60 à 70 ans,
la personne, elle est aussi bien qu'entre 50 et 60 ans. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est après 70 ans commencent à apparaître certains signes de perte d'autonomie et la ville, donc à ce moment-là, doit s'adapter, en sachant que cet âge où on a une perte d'autonomie recule et reculera encore. Je m'adresse à Nadia Frontini. Vous êtes vice-présidente Healthcare Management chez Orange. Vous, ces opportunités ouvertes par l'apparition de ce phénomène de la silver economy, vous en pensez quoi chez Orange? Vous y voyez un marché, des solutions, des choses qui peuvent transformer la vie de cette population? Alors d'abord, permettez-moi simplement de rappeler la légitimité d'Orange dans le domaine de la santé et notamment vous nous savez présents sur la santé, peut-être même sans le savoir, quand vous allez les mains dans les poches en pharmacie parce que vous bénéficiez du tiers payant, par exemple, du tiers payant médical. 2 fois sur 3, vous avez une des filiales d'Orange derrière, derrière les échanges financiers qu'il y a derrière. Quand vous êtes à l'hôpital ou quand vous avez des parents ou grands-parents en maison de retraite et que vous appuyez sur la touche infirmière, en général, il y a très souvent Orange derrière. Donc nous sommes très présents dans le domaine du médical. Et par contre, sur le domaine du vieillissement de la population, nous avons mené pas mal d'expérimentations et nous avons eu la surprise de voir il y a quelques années, puisque les premières expérimentations datent au moins il y a 5 ans, on a eu la surprise de voir que nos expérimentations, notamment sur l'usage des tablettes pour le lien social, sur la télésurveillance, on a eu la surprise de voir que les expérimentations étaient toujours positives, mais mine de rien, il n'y avait pas beaucoup de déploiement. Donc on s'est posé des tas de questions en se demandant mais qu'est-ce qui se passait? Et pour nous, pour répondre directement à votre question, en fait, le marché de la silver economy, c'est encore un marché potentiel. Denis Jacquat, le député Denis Jacquat a fait allusion aux travaux menés par Michel Delaunay sur la silver economy. On a été un des très gros contributeurs, ne serait-ce que parce que on est des ingénieurs, on est une entreprise d'ingénieurs et en tout cas moi je revendique personnellement de l'être. Et que fait un ingénieur? Il commence à mettre des choses dans des boîtes pour y voir plus clair. Et notamment, il y a une des choses qui a été assez illustrative des travaux qui ont été menés avec beaucoup d'acteurs de la silver economy dans les mois précédents, c'est notamment de dire il y a les âgés actifs, les âgés fragiles et les âgés en perte d'autonomie. Les âgés actifs, c'est vous et moi, dans quelques années. Vous et moi, on sait utiliser les nouvelles technologies, on n'aura pas de difficulté de s'adapter. Par contre, ce qu'on constate là, maintenant, c'est que pour rester à domicile, c'est vraiment très compliqué quand on devient fragile. Et quand on est en institution, on le voit, l'usage par les professionnels des technologies digitales est quand même extrêmement limité. Typiquement, pour revenir à domicile après une hospitalisation, pour un monsieur, et ça c'est mon expérience qui le dit, pour une personne âgée, il faut que l'assistante sociale de l'hôpital appelle l'assistante sociale du conseil général pour avoir de l'aide ménagère, qui appelle l'assistante sociale du CCAS pour avoir par exemple le portage de repas, qui doit appeler la famille pour que la maison soit ouverte et chauffée. Et en fin de compte, ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce que le seul outil commun de ces 3 assistantes sociales qui ont pourtant le même métier, c'est le téléphone. Mais aucun autre outil, parce que l'une est payée par l'assurance maladie, l'autre par les taxes et la troisième par les impôts locaux. Donc on s'aperçoit que l'usage est très limité et nous, en tant qu'entreprise du digital, on s'est posé beaucoup de questions. Donc c'est un marché, alors autant le marché des personnes âgées actives, c'est le marché grand public, c'est le marché du confort. C'est typiquement, pas seulement le digital, hein, c'est par exemple les petits bracelets, les objets connectés. Ça, on sait que ça va arriver parce qu'on fait de plus en plus attention à nous. On se pèse, on compte le nombre de pas. D'ailleurs, certains pans entiers de l'économie ont bien compris ce qu'était le marché du confort. Je pense par exemple aux opticiens qui nous font croire qu'on rentre dans leur magasin simplement pour avoir des jolies lunettes. En fait, c'est juste parce qu'on est un peu vieux et qu'on est un peu presbyte, par exemple. Voilà. Puis je pense aussi aux cuisinistes qui maintenant vous vendent des cuisines avec des tiroirs en bas parce que c'est quand même plus pratique les tiroirs. Donc ça, c'est le marché du confort, ça va venir. Mais ça va venir. On y est, nous, côté Orange, sur les objets connectés. On a lancé une offre tout à fait nouvelle qui s'appelle Home Life,
Vous avez certainement noté à la télévision la publicité qui est assez rigolote, avec la petite dame qui appelle son mari Roger. Voilà. Vous regarderez si vous ne l'avez pas noté. Par contre, sur tout le reste, vraiment, le marché est assez balbutiement. On note l'émiettement des financements. On note, donc on a parlé des caisses de retraite, des IP, des mutuelles, de l'assurance maladie, des personnes, etc. Donc l'émiettement des financements, l'émiettement des solutions et le peu d'usage en fait des nouvelles technologies. Donc on a proposé un certain nombre d'éléments pour pouvoir accélérer la structuration de ce marché, de façon à ce que les outils qu'on utilise tout un chacun professionnellement, que ce soit le mail, que ce soit les conférences téléphones, que ce soit les CRM, c'est-à-dire ce qu'utilisent les banques. Typiquement, à l'heure actuelle, là maintenant, quand vous voulez faire un transfert d'un compte sur un autre, vous utilisez Internet. Quand c'est un petit peu compliqué, vous appelez votre banque. Et quand c'est encore un petit peu plus compliqué, vous allez, typiquement, quand vous avez un prêt, vous allez à une agence. Eh bien, quelque part, ce qu'on pense, c'est que dans le domaine de la santé, dans le domaine au sens large, au sens OMS du terme, c'est-à-dire prévention, action sociale, médico-social, sanitaire. Nous, on pense qu'on est engagé dans une très, très grande transformation digitale du domaine de la santé. Il y a 15 ans, vous alliez systématiquement à votre agence bancaire. Nous, on pense qu'un certain nombre d'actions dans le domaine de la prévention, dans le domaine social, même dans le domaine médical, peuvent être faites à distance. Typiquement, j'habite en région parisienne. N'imaginez pas une seule seconde avoir un médecin généraliste le soir ou le week-end. Le réflexe familial, c'est SOS médecin. Alors, je sais que ça heurte certains médecins parce que c'est une entreprise privée, mais la réalité, c'est que le commun des mortels en Île-de-France appelle SOS médecin. Que fait SOS médecin? Il ne fait pas seulement de la régulation, il ne fait pas seulement de la réorientation. Il fait déjà un premier diagnostic au téléphone. Donc on voit que c'est une très grande lame de fond qui va arriver, qui est absolument indispensable parce que les coûts montent. Enfin, vous savez très bien qu'avec même les moins 10 milliards promis par Marisol Touraine, l'augmentation des dépenses de santé, c'est plus de 2%. Vous savez très bien qu'en France, nos richesses n'augmentent pas de 2%. Et donc, très, très clairement, dans très, très peu d'années, ça c'est l'exponentiel, dans très, très peu d'années, on va droit dans le mur. Voilà. Donc, il est indispensable d'adapter le domaine au moins de la santé. Donc, ça, c'est la silver economy, mais vue sous l'angle évolution de l'action sociale, évolution du domaine de la santé, il est indispensable de réfléchir à une meilleure organisation, même de réfléchir, et ça je le fais avec un certain nombre de médecins notamment, donc réfléchir à l'évolution des métiers. Vous savez très bien que quand a émergé toute cette ligne, il y a une dizaine d'années, que ce soit dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de la banque ou même des opérateurs télécoms, donc dans le domaine du service, il n'y avait pas autant de personnes au téléphone. Donc c'est toute cette lame de fond que Orange accompagne en tant qu'expert de la transformation numérique. Alors quand vous dites on l'accompagne, c'est des nouveaux besoins. Est-ce qu'il y a le financement devant ça? Je veux dire, est-ce que c'est... ça va coûter des fortunes et finalement on dit c'est un gisement et en fait il n'y a pas d'argent. Alors, ce que nous, on avait, quand on a commencé à réfléchir en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à déployer des solutions technologiques qui mais vraiment donnent satisfaction, on a vu qu'effectivement l'émiettement du financement était un frein. L'émiettement du financement, l'émiettement de l'organisation et l'émiettement de la gouvernance. C'est l'une des raisons d'ailleurs alors l'émiettement de la gouvernance, c'est clair, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de la Santé n'a pas de pouvoir direct sur les collectivités locales qui pourtant jouent un rôle réel dans l'action sociale, ça c'est la Constitution, et de même que le ministère de la Santé a parfois un peu de peine à pouvoir piloter l'assurance maladie qui est pilotée par les partenaires sociaux. Donc
la gouvernance au niveau de l'État est très diffuse. Et c'est pour ça que dans le cadre de la Silver Economy, je suis l'une des actrices, pas la seule, hein, mais l'une des actrices ferventes de la remise au niveau du territoire, et notamment régional, d'un certain nombre de décisions. Et c'est vrai que l'ARS est régionale, c'est vrai que les régions ont un rôle majeur à jouer dans la transformation parce qu'on sait que c'est un marché potentiel, ne serait-ce que pour les services à la personne. On sait que c'est un marché potentiel, ne serait-ce que parce qu'ici, on voit bien toutes les entreprises de technologie qui ont proposé des sujets des sujets dans ce domaine-là. D'ailleurs, ils viennent d'être primés en plus. Hein. Donc, on sait que c'est un marché potentiel. Donc, au niveau de la région, sachant que de toute façon, la solution, c'est l'alliance d'un conseil général, d'un conseil régional, d'une ARS, avec l'envie, avec des acteurs métiers, que sont par exemple des maisons de retraite, une clinique, un hôpital, de faire évoluer les solutions pour le bénéfice des personnes qui vieillissent, c'est-à-dire vous et moi, tous les jours, un jour de plus. Est-ce qu'il y a des choses pilotes qui se font dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des innovations, des villes qui font des choses nouvelles? Vous avez vu des choses, vous avez participé à des choses, vous? Alors, nous accompagnons effectivement tous les acteurs métiers et nous travaillons à un autre niveau pour faire en sorte que les financements récurrents viennent. À l'heure actuelle, certaines caisses de retraite financent au one-shot des projets. Je pense par exemple à celui de l'Isère, qui est un très très grand projet de refonte hein, de l'accompagnement social du vieillissement de la population. Donc là, comme toutes les entreprises, en consortium, hein, puisque nous ne sommes que des techniciens, on n'est pas acteurs métiers, en consortium, on répond à des appels d'offres. On répond également, on travaille notamment avec Harmonie Mutuelle, mais pas seulement, mais avec Harmonie Mutuelle. Et pour l'un des hôpitaux d'Harmonie Mutuelle, on les a aidés, on est en cours, c'est en cours et en cours de déploiement. On les aide à mieux maîtriser l'ambulatoire. Là encore, d'un point de vue technologique, ce sont vraiment des solutions très très simples. Hein. C'est un site web sur lequel, à J-3, c'est un site web avec une hotline, sur lequel, à J-3, on dit au patient qui doit être opéré, attention, vous ne devez pas oublier de prévoir votre retour, taxi, chauffage, etc. Ensuite, à J-2, attention, il ne faut pas oublier, enfin, J-1, de vous doucher, etc., etc., et bien anticiper. Et rien que ça fait vraiment beaucoup de... ça améliore beaucoup l'ambulatoire. Autre exemple, celui de Cardiovergne. Donc avec notre filiale Alméris, nous avons aidé le réseau de soins cardiaques Cardiovergne à faire une plateforme. Alors c'est vraiment tout simple d'un point de vue technologique. Hein. C'est juste une balance connectée à une plateforme. Et 800 patients sont déjà sur cette plateforme. Et ces 800 patients, personnes âgées, tous les jours se pèsent. Et à l'autre bout, qu'y a-t-il? Eh bien, le professeur Cassagne a eu l'intelligence de créer de nouveaux métiers. Donc il a recruté une assistante sociale, recruté un